Messieurs, dames, c'est ici l'inauguration du bear market? J'ai vu les C'est lumières, je suis entré. ici. Bon, Ok, bah super. on va leur donner un petit peu d'opium. Non, je rigole. Ce sera ni de l'opium, ni la réunion des alcooliques anonymes. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc, Picsou n'est exceptionnellement pas là. Il est pas dispo. Donc, ça va se passer avec Aigri aujourd'hui. Et puis, dans cette émission, on va parler un petit peu de ce qui se passe, que ce soit la réserve stratégique Bitcoin, la data availability, les ratés du côté d'Ethereum. On fera le point aussi, comme vous avez pu le voir, sur la miniature, pour ceux qui nous écoutent via YouTube. On va parler aussi du print mining du Bitcoin. On va faire un point sur tout ça. Et puis voilà, on est sur le marché des crypto-monnaies. Donc ça va être l'occasion de faire le point sur ce que c'est que le marché des crypto-monnaies, c'est-à-dire un marché qui vous donne beaucoup de plaisir 2 ou 3 mois dans l'année et qui vous pourrit le moral les 9 mois qui restent Mm. si vous êtes trop exposé. Comment tu vas toi, Aigri? Mais écoute, malgré les prix qui baissent, on reste, les fondamentaux crypto, j'ai envie de dire, augmentent chaque jour. Donc on prend un peu de bonheur de ce côté-là. Honnêtement, sur les prix, je sais pas à quoi m'attendre. Moi, j'ai dit aux gens sur X que j'avais beau être positif pour la fin du mois en cours et le mois d'avril et potentiellement le mois de mai, etc. On peut être down de 50% encore à partir de maintenant et pourtant Mhm. monter les mois d'après. Tout est une gestion de capital, donc moi je suis focus sur BTC et sur Hype, qui sont pour moi les deux actifs les plus sound si on croit à un marché haussier de la crypto. Et après le reste, je m'exposerai quand j'aurai des trucs à minima beaux, parce que j'ai aujourd'hui les charts crypto, enfin il faut se rendre à l'évidence que n'importe quel altcoin aujourd'hui se fait défoncer, donc ça sert à rien de rester in dans des trucs qui peuvent prendre moins 30, moins 40. Et j'ai fait un live récemment avec Ponzi, que tu connais bien, et on a beaucoup discuté un peu de ça, et il était en mode, bah, en fait, je m'expose dans un marché, s'il monte, je vais pas m'exposer maintenant alors qu'on C'est fait ça. ATL sur ATL. Et en fait, oui, c'est tout simple. Ça paraît peut-être con de le dire, mais je préfère me réexposer quand on aura de la force dans le marché, qu'on aura les catalyseurs que j'attends moi pour la suite des prochaines semaines. Et en attendant, je passe du temps avec les gens, et on essaye de faire en sorte que chacun dorme bien la nuit, parce que c'est peut-être ça le plus important au final, de bien dormir la nuit et de préserver son capital, tout investisseur. Ouais, préserver son capital, c'est ça. Là, c'est un petit peu la stratégie sauf qui peut. Alors, écoutez-moi bien, parce que on va dire qu'on a cette petite étiquette influenceur, et en général, quand tu commences à avoir une parole biriche, très biriche, les gens se disent ah bah c'est le moment d'acheter, nanana, les influenceurs sont tous biriches, c'est le moment d'acheter. Moi, j'insiste toujours sur le fait qu'on n'en sait rien. C'est-à-dire, ça se trouve, peut-être demain ça repart, peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois. Est-ce qu'on va se reprendre moins 10%, moins 20, moins 30, moins 50? Est-ce qu'on est au plus bas? Impossible à calculer. On peut se donner des scénarios par rapport à la macro, par rapport à l'analyse technique. Évidemment, chacun utilise les outils dont il a envie pour ses biais. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est que ça pue. Court terme, ça pue, parce que fondamentalement, il y a rien de très excitant, de nouveau. C'est-à-dire que les fondamentaux de fond, c'est les mêmes. Hein. Je crois en Bitcoin, je crois en Ethereum, je crois en Solana, je crois en Hyperliquid, etc. Mais c'est insuffisant pour se dire bon bah là, le marché va se retourner, ça va repartir, c'est sûr. Voilà. Donc, ça peut être une stratégie sauf qui peut, ou des gens qui n'avaient pas encore les couilles de vendre il y a quelques jours, quelques semaines, vont se mettre à vendre maintenant, et c'est ça qui fait que les prix continuent de baisser, c'est que les gens, ils lâchent progressivement. Qui sont ces gens qui lâchent? Ça peut être des gens qui ont besoin d'argent, ça peut tous nous arriver d'avoir besoin d'argent à l'instant T, ça peut être des gens qui se sont fixés un prix pour sortir, et puis dès qu'on arrive à un certain prix, bon bah voilà, ça sort. Ça peut être toutes sortes de choses, donc voilà. Moi, je ne vous donnerai pas de boule de cristal de ça va se passer comme ça. Ne vous faites pas manipuler. On sait que ça va remonter. C'est déjà arrivé. On n'en sait rien en fait. Moi, ce marché, j'y crois. Je veux dire, ça fait 8 ans que je suis dedans. Ça fait 4 ans que j'ai ce Media Coin Academy. Si j'y croyais pas, je ferais pas tout ça évidemment. Mais il y a une différence entre croire au marché ou croire aux fondamentaux, ou même avoir de l'espoir. On traite pas avec de l'espoir. En fait, on regarde les choses telles qu'elles sont. Actuellement, ça pue. Voilà, ça pue, c'est comme ça. Et on a besoin de signaux pour que ça change. Et les signaux, ça peut être justement de voir le prix se retourner, ça peut être des actualités fortes,
comme un climat politique un petit peu plus favorable, un climat économique un petit peu plus favorable. Pour le moment, on n'a pas ces informations-là. Donc, elles peuvent arriver à tout moment. Et pour le moment, on les a pas en face des yeux. Et je pense que clairement, et je veux répondre quand même à des gens dans le chat qui disent vous n'êtes pas exposé, vous n'êtes pas exposé. Moi, aujourd'hui, je suis exposé genre à 60-70% en Bitcoin, Ether, Hype, Solana. Et après, je dois avoir 15-20% d'alt un peu piqué par-ci par-là dans les trucs dans lesquels je crois un peu plus. Et après, il doit me rester quelque chose comme 20% de stable, quoi ou qu'est-ce, plus le cash que j'ai en perso qui n'est pas sur les marchés, que je considère comme de la liquidité que je peux injecter et que je peux mettre dans le marché si j'ai envie. Et tout est une question de à quoi vous êtes exposé. Si aujourd'hui vous êtes full alt, vraiment alt, top 125, etc., votre risque il est pas le même que quelqu'un qui est exposé dans les majors, dans les trucs les plus solides, j'ai envie de dire. Donc ça dépend aussi à quoi vous êtes exposé. C'est pour ça que mon exposition n'est pas votre exposition, n'est l'exposition de personne d'autre, parce que vous avez chacun votre manière de gérer votre risque. Et le plus important, c'est surtout que vous compreniez quel est le risque que vous encourez. Si aujourd'hui, par exemple, le bear market commence, il faut que vous ayez en considération le fait que votre portefeuille, il peut fondre vraiment. Moi, j'ai toutes les raisons de penser, on pourrait peut-être faire un mini point macro, qu'on va avoir des catalyseurs qui vont un petit peu calmer les marchés, parce que là, les marchés sont secoués par la peur, et vraiment de la peur, que ce soit les marchés tradis, les marchés, enfin n'importe quel type de marché financier actuellement, c'est frappé par la peur et l'incertitude. Et un marché financier n'aime absolument pas ça, que ce soit des peurs de récession, des peurs d'inflation, des peurs de plein de choses. Et on a des catalyseurs qui vont arriver la semaine prochaine notamment, et on verra l'effet que ça a sur les marchés. On peut avoir bon espoir que ce soit positif ou négatif, on verra d'ici là. J'adore le chat. Le bear market commence, il l'est déjà depuis 2021, la tech va tous vous baiser, des messages de fous malades. Voilà, en tout cas, rassurez-vous, si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu un ATH portfolio, vous n'êtes pas seul, il y en a quelques-uns qui le sont. En fait, ce qu'il faut comprendre, ça c'est Ponzi qui le dit très bien, c'est que c'est pas parce que vous avez raté votre cycle, et quand je dis vous, je me mets dedans. Si j'avais pas les private sales, ce serait catastrophique. Alors je pourrais toujours dire oui, mais j'aurais peut-être eu plus de sol, ça aurait contrecarré. Je ne suis pas devin. Bon, je m'en sors bien pour le moment, mais j'ai beaucoup de mes liquidités qui sont bloquées, que je ne peux pas vendre tout simplement parce que elles se débloquent progressivement. C'est des investissements que j'ai fait en private sale, et donc du coup, je peux en vendre que petit à petit. Donc moi, je suis ultra surexposé aussi, malgré moi. Et donc, comme dirait Ponzi, c'est pas parce que vous ou moi avez raté votre marché que c'est le cas de tout le monde. Ceux qui sont restés dans Bitcoin, ils s'en sont très bien sortis. Ceux qui ont cette appétence à faire du degen et qui ont su jouer les meme coins, jouer les agents IA et TP aussi au bon moment, parce que potentiellement ils ont fait un bon début d'année 2024 et puis ils ont tout rendu en marché mi-2024. Voilà. Il y a des gens qui ont fait de l'argent. Il y a énormément de gens qui en ont perdu aussi, ça c'est évident. Je pense que effectivement, on a plus sur cette année 2024 et 2025 de gens qui ont perdu que de gagnants par rapport au cycle précédent. Et c'est comme ça. Tu t'adaptes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout est question de conviction. Si vous êtes absolument convaincu que ça va descendre beaucoup plus bas sur Bitcoin et donc de facto très probablement sur Ethereum, Solana, etc., est-ce qu'il est pas sage d'encore se désexposer, donc tout vendre ou en vendre une partie pour être en capacité de racheter plus bas ? Mais à ce moment-là, voilà, vous regardez ce live parce que vous n'allez pas prendre une décision en toute vitesse. Vous vous dites, OK, je me désexpose parce que je pense que ça va refondre et je re-rentre. Et à ce moment-là, vous rentrez quand ? À quel niveau de prix ? Et est-ce que vous allez vraiment le faire ? Parce que là, c'est pareil. Imaginons, je vais prendre un prix que je surveille plus que les autres, c'est Solana. Tu vois, Solana, on est encore plus bas que les semaines précédentes. Vous avez dit, j'avais acheté à 130. Dans la semaine, j'ai redécaissé à 150. Je suis ressorti. J'ai même pas cherché à comprendre. Là, on est en dessous des 130. Si je veux reprendre du Solana, je le prends à combien ? Et puis, si j'ai le prix en face des yeux, est-ce que j'agis ? Parce que, imaginons, je me dis, le Solana, je rentre à 100. Et là, je vois qu'on s'est pris un flash crash, un truc de fou malade, et on tombe à 100 ultra vite. Les gens, ils vont se dire, ouais, ça allait super vite, ça se trouve, ça va descendre à 80. Et en fait, vous agissez jamais. Et à ce moment-là, ça sert plus à rien, quoi. Vous perdez votre temps. Donc, définissez un plan. Est-ce que votre plan, c'est de ne rien faire ? Est-ce que votre plan, c'est de racheter plus bas ? Ou est-ce que vous vous dites, vas-y, c'est bon, tout le monde est en train de pleurer du sang, et puis moi, je considère que c'est bon, on a touché le point le plus bas, et ça va repartir. C'est à vous de voir, les gars. C'est tout ce que je peux vous dire.
Et investir, c'est faire des choix. Et vous êtes à peu près sûr de faire des mauvais choix à un moment dans votre vie. Et il faut l'intégrer, faire des erreurs, enfin, faire des choix qui soient bons ou mauvais, c'est pas grave. Enfin, c'est la vie d'un investisseur. Il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche moins bien. Ce qui compte, c'est d'ajuster aussi avec les données que vous avez. Vous faites une mauvaise décision, vous vous rendez compte que vous avez tort. Par exemple, vous avez vendu votre sol là à 125 et vous vous rendez compte qu'à 150, on a des catalyseurs qui sont vraiment plus positifs. Bah, vous pouvez re-rentrer et vous dites, bah ok, j'ai fait une mauvaise opération, point. Et c'est là tout l'art d'un spéculateur, c'est juste de gérer son exposition, son risque et faire des erreurs, ça arrive. Faut juste pas en faire tout le temps parce que sinon c'est gênant, mais sinon c'est pas dramatique en tant que tel. Alors, on me dit dans le chat, faut faire les pré-sales Capet à trouver le glitch méta ultime. Alors, faut doser. Je vais pas vous faire un grand résumé de tout ce qu'on a dans tous les trucs dans lesquels on est rentré, des machins. Il y a eu des très bons, il y a eu des très mauvais et il y a eu des très mauvais en nombre parce que c'est des altcoins. Faut le rappeler, c'est des altcoins. Et ce qu'il y a d'extrêmement désagréable dans les pré-sales, c'est quand tu achètes un truc à une valo X, disons pour le fun, disons 100 millions. Le truc sort, il sort à 500 millions. Il passe de 500 millions à 1,5 milliard. Toi, dans ta tête, t'es en x15. Mais tu peux pas vendre parce que t'es bloqué. Et ça repasse à 1 milliard, et ça repasse à 100 millions, et ça redescend, et ça redescend, et ça redescend. Et tu vois que le truc descendre, sauf que quand ça se débloque pour toi, c'est pas tout ton capital qui est de nouveau disponible d'un coup. Donc ça fait énormément de charge mentale, on va dire, de penser à ça, quand est-ce que je sors, d'essayer de timer le moment le plus opportun pour sortir. Et sur beaucoup de pré-sale, et en fait, c'est sur les alts de manière générale, tout le monde est en stratégie sauf qui peut. C'est-à-dire que quand ça monte, personne n'a les couilles de vendre parce que vas-y, ça va monter plus haut, c'est sûr, et Trump et machin et bidule. Et puis là, tu vois, en ce moment, ça pisse le rouge et les trucs s'effondrent en fait. Donc qu'on se le dise, parce que j'ai mis des tickets dans plus d'une dizaine de pré-sales, bah il y en a dans le lot qui ont fait des très beaux multiplicateurs, ça rattrape les pertes des autres. Mais celle où j'ai des beaux multiplicateurs, je suis bloqué. Qu'est-ce qui me dit que dans 3 mois ou 6 mois, ça va pas être en stratégie sauf qui peut aussi, ça affondre comme le sucre. Regardez la charte de Pic, hein, pour vous donner un nom. Pic, c'est sorti big multiplicateur par rapport aux investisseurs CoinList. Là, on est encore en gain par rapport aux investissements CoinList, mais on commence à se rapprocher. Sauf que les investisseurs CoinList ou nous, pendant très longtemps encore, on va devoir attendre. Donc, c'est pas un cheat code magique, les private sales. Ça l'est dans certains cas, il faut les identifier. Mais il y a beaucoup de cas où tu te fais tartiner comme chez les autres. Et en fait, pour vous donner la conclusion de tout ça, que ce soit de la pré-sale ou que ce soit de la public sale ou un altcoin, si tu veux faire un gros multiplicateur, c'est quand absolument personne veut en entendre parler de ta merde et que les prix sont au plus bas, que tu as la possibilité de rentrer. Mais à ce moment-là, faut avoir les couilles de rentrer. Donc c'était pareil sur Bitcoin il y a X années. Sur Polygon à l'époque, sur Solana qui s'achetait à 1 centime, 10 centimes ou 1 dollar à l'époque. Quand ça coûtait 10 centimes ou 1 dollar à l'époque, les Solana, personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Dès qu'on est passé au-dessus des 10 dollars, tout le monde en veut. Donc, je vous le dis, c'est cool. Je ne vous dis pas, ne mettez pas les pieds en pré-sale. Je vous dis juste, c'est pas un cheat code, c'est pas magique. Voilà. Je vous fais gagner du temps, c'est pas magique, surtout que tu vois dans des situations comme actuellement où j'aimerais être beaucoup plus désexposé sur ces actifs où j'ai des multiplicateurs, je ne peux pas le faire. La seule chose que je peux faire, c'est avoir du stablecoin de côté et shorter l'équivalent sur les marchés pour me hedger. C'est la seule chose que je peux faire actuellement pour me protéger. Et j'ai clairement pas l'équivalent en stablecoin de ce que j'ai en exposition pour pouvoir le faire. Donc je peux effectivement le faire avec un effet de levier, mais si je me prends le marché il bouge trop vite d'un coup, potentiellement je me fais liquider. Donc, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Thomas, pour ce début d'émission? Non, je pense qu'on est bon, on a posé les bases du bear market, je pense qu'on peut enchaîner avec la suite. Parfait. Écoutez, je vous propose d'enchaîner sur l'actualité et sur ce que je vous ai dit. Donc, on va parler d'Ethereum, Mega ETH, on va parler de pas mal de choses sympas, histoire d'avoir quand même une émission intéressante. Mais voilà, juste avant d'attaquer, je parle beaucoup. De toute façon, les intros, on parle toujours beaucoup. Et n'hésite pas à me couper la parole, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Il y a pas de souci. C'est un marché, ça monte et des fois ça descend. Faut s'y faire, les gars. Et en plus de ça, si vous voulez, quand tout le monde est bear, il y a effectivement souvent des belles opportunités d'achat. Quand tout le monde est bull, il y a très souvent des opportunités.
pour décaisser ce que absolument personne ne fait à des exceptions près. C'est pour ça que on a eu l'époque des airdrops. On se sentait invincible début 2024. On s'est fait tartiner. Moi le premier. Hein. On a eu la période Trump où le marché a pricé l'investiture de Trump. Donc en fait la montée on l'a eu entre septembre et jusqu'à janvier. On a eu quand même septembre à janvier où c'est monté. Et les gens ont continué de se dire ouais mais maintenant que Trump est là, ça va être magique, ça va être magique. Et en fait on avait les signaux des meme coins, Trump et Melania qui puent la merde. Mais aussi on savait que ça allait bouger un peu, mais pas très vite avant cet été 2025, parce que justement, là, le gouvernement travaille un framework pour proposer des choses. Donc, on a des infos. On a la réserve stratégique Bitcoin, on a une réserve stratégique sur les altcoins, mais on ne sait pas à quel horizon, on ne sait pas en quelle quantité. Donc, voilà, c'est juste que quand c'est bullish, comme ça a été le cas entre septembre et janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a sorti ses projets. Ça a sorti des nouveaux TGE, nouveau airdrop. Et comme d'hab, on essore les gens. Et en fait, c'est tout le temps la même chose. Narratif des NFT, on sort toutes les déclinaisons d'animaux du zoo sous forme de NFT, on essore les gens, et puis les NFT, ça part à la cave. On a narratif agent IA, et puis on a toutes les déclinaisons de framework et machin. Et je veux dire, c'est toujours facile après coup d'en parler, de dire ouais, c'était évident, machin. Mais juste, Picsou n'est pas là. On reproche à Picsou d'être aigri, de manquer, de ne pas être humble sur les réseaux. Picsou, c'est Picsou. Hein. On ne refait pas Picsou. Mais il vous a balancé des infos en or. Il vous a dit quand est-ce qu'il sortait. Pourquoi il sortait. Émission précédente, il vous a dit « Calma les gars, on va voir ». Il vous l'a dit sur 2 semaines. Il aura pas raison à chaque fois. Hein. Il aura pas raison à chaque fois. Mais il vous la colle 2 putains de fois. Parce que il aimait pas ce qu'il voyait. Moi, tout de suite, fondamentalement, j'aime pas ce que je vois. Le déni, c'est ce qui va vous détruire. Protégez votre fric. Juste protégez votre fric. On s'en bat les reins de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. On s'en bat les reins. Protégez votre fric. Et le fait d'en avoir une partie dehors, c'est avoir du capital à réinvestir quand tout le monde sera en train de pleurer du sang. Parce que là, ça pleure du sang, mais ça peut pleurer beaucoup plus du sang. Je vous le dis, c'est pas pour vous effrayer. Je vous le dis. Voilà. Allez, on attaque sur l'actualité. Alors, on partage l'écran. Et GM à Picsou qui est dans le chat. GM à Picsou dans le chat. C'est bon, on voit, parfait. Le colleur de top. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, merci beaucoup à Bitpanda de sponsoriser cette émission. Donc, Bitpanda qui a sorti récemment la plateforme Fusion qui vous permet, si vous êtes un trader actif de crypto-monnaie, eh bien, de trader un gros paquet de crypto-monnaies contre des paires en stablecoin et autres, comme l'USDC. Je précise sur la partie stablecoin parce que on a nos protecteurs de l'Union européenne qui nous ont dégagé l'USDT. Donc maintenant, c'est plutôt de l'USDC. Voilà. Vous avez aussi la possibilité sur Bitpanda de trader toutes sortes d'actifs autres que les crypto-monnaies. Oh, je me suis trompé sur le lien. Hop, on va prendre celui-là. J'ai oublié de mettre le lien dans le bouton. Autre que les crypto-monnaies, donc les actions, les ETF, les métaux précieux, les matières premières. On a notamment l'or en ce moment qui se porte très bien, surtout avec les spéculations qui tournent autour de la réserve américaine. Voilà, donc n'hésitez pas, en sachant que évidemment, si vous vendez une crypto-monnaie pour acheter un autre actif comme une action, une matière première ou autre, c'est un événement fiscal. Donc juste, des fois, on me dit, oui, mais du coup, vous précisez pas, c'est un événement fiscal. De toute façon, dans tous les cas, que tu restes en crypto, tu payes un impôt sur une plus-value. Si tu vends une crypto, tu fais une plus-value pour racheter un autre actif. Si tu as en plus-value sur cet autre actif, tu vas aussi payer un impôt. Dans tous les cas, tu vas payer un impôt. De toute façon, il y a pas de secret. Il y a un impôt à payer à la fin, en tout cas, si t'es en France. Donc, je vous laisse regarder tout ça et j'enchaîne sur l'actualité. Donc, Trump qui instaure une réserve nationale de Bitcoin. Donc pour le moment, énorme déception, mais en même temps, franchement, on s'y attendait un petit peu. Oui, il y a une réserve nationale de Bitcoin qui se fait. Dans un premier temps, ils gardent les Bitcoins qu'ils avaient saisis. S'il y a d'autres saisies, ils vont les garder. Et on nous parle pas trop pour le moment de stratégie de rachat en Bitcoin. Alors souvenez-vous, c'était en juillet de 2024, on avait la sénatrice Cynthia Lummis qui avait proposé justement le Bitcoin Act. Le plan, c'était quoi? C'était d'acheter 200 000 bitcoins par an pour un total de 1 million de bitcoins sur 5 ans, c'est-à-dire à peu près 5% de l'offre totale de bitcoin. On n'a pas de nouvelles depuis, mais peut-être, parce que j'insiste sur le peut-être
peut-être qu'on aura des surprises. Trump, pour le moment, manipule les marchés, manipule les gouvernements, il en fait qu'à sa tête. En fait, Trump, c'est un petit peu le dictateur des marchés. C'est-à-dire que Trump, c'est pas quelqu'un qui va forcément t'envoyer l'armée et te dire maintenant tu fermes ta gueule, c'est moi la démocratie. Lui, c'est plutôt on fait rentrer les copains au gouvernement, on fait sortir l'opposition, on fait du transactionnel, voilà, on fait du business, t'es avec moi, on fait du business, t'es contre moi, t'es mon ennemi et je vais te mettre la misère, je vais demander aux médias, je vais demander à Elon Musk de te mettre la misère sur les réseaux sociaux, mais c'est pas trop militaire, voilà. Le militaire, il est plutôt défensif par rapport à ses confrères avant lui. Donc, moi, je pense que Trump peut encore nous sortir des petites folies positives vis-à-vis des cryptos, et ça peut sortir à tout moment. C'est-à-dire que initialement, il s'est pris pour le grand prophète des crypto-monnaies, en mode ouais, j'adore Bitcoin, j'adore Ethereum, j'adore les altcoins, ne vendez pas vos Bitcoins, etc., etc. Là, ils nous ont fait un petit crypto summit où en fait, il s'est passé 25 minutes où ça s'est dit thank you, merci Monsieur le Président, merci, merci, merci. On n'a rien appris de nouveau, mais toujours est-il que la SEC, elle lâche la veste de tous les grands acteurs, que y a une réserve nationale quand même qui se fait autour des cryptos, donc ça envoie quand même un signal à d'autres gouvernements, mais ça envoie aussi un signal positif aux Américains. Donc voilà, à tout moment, on peut avoir des nouvelles positives comme une stratégie de rachat sur Bitcoin, une stratégie de peut-être de subvention sur les altcoins, juste on sait pas quand. Voilà. Et quand on dit que Trump c'est un manipulateur de marché, c'est même plus que ça, c'est qu'il est arrivé, il a dit ok, j'ai tel problème dans la vie, j'ai une dette énorme américaine à refinancer, on va aller essayer de faire baisser les taux de marché, on va foutre un peu le bordel à droite à gauche histoire de créer une peur généralisée, etc., etc. Je vais mettre des tarifs à droite à gauche histoire de montrer qui est le patron, etc. Ça fout une pagaille sur les marchés, pas possible, mais honnêtement, à moyen long terme, ce genre de truc, enfin, on s'est quasiment voué à se calmer parce qu'il a pas envie que tout le monde le pointe du doigt en disant, hey, regardez, les marchés US sont en train de faire n'importe quoi, d'aller à la catastrophe, et même pour l'économie américaine, des tarifs qui dureraient une année, ça causerait, j'ai vu des estimations, des choses comme moins 20% sur les indices mondiaux. Donc, ok, pour le moment, c'est pas fun. Mais par contre, on arrivera à trouver, je pense, à un moment, une nouvelle carotte et un nouveau bâton à mettre devant les yeux du monde, et tout ira mieux, entre guillemets. On trouvera un catalyseur. Juste pour le moment, oui, le marché enfin, les gens dans la crypto étaient trop optimiste à l'idée de la réserve américaine. Pourtant, quand on a sorti les vidéos sur Coin Academy, j'ai dit, hein, les gars, ça peut prendre longtemps de voir des réserves stratégiques et des trucs solides parce que ça reste des trucs institutionnels et ça va pas arriver dans les 6 mois. Donc ça peut prendre du temps, mais les catalyseurs à long terme, je pense, feront effet. Et c'est juste qu'entre les deux, c'est pas très marrant. C'est ça, entre les deux, c'est pas très marrant. C'est pour ça que, je vous l'ai dit dans l'intro, je vais pas vous refaire l'intro, même si à terme, vous êtes confiant, vous n'avez aucune idée à court moyen terme à quel point ça peut baisser, à quel point ça peut vous faire souffrir avec des montées, des descentes, etc. Et autre précision aussi, je pense que c'est important, parce qu'à chaque fois, c'est manipulation, manipulation. Tous les marchés sont manipulés. À l'époque de 2017, en fait, c'était les gens sur les réseaux sociaux qui disaient hodl, 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 les patrons d'exchange, pareil, etc. Donc c'était la stratégie de il faut acheter, il faut pas vendre, il faut pas vendre. Donc ça a très bien marché en 2017. Et puis en 2018, quand on est passé bear, personne voulait vendre. Et en fait, tout le monde s'est pris le retour de bâton dans le bec. En 2020, qu'est-ce qui a fait la grande manipulation des marchés ? Ça a été la politique Covid. On a écrabouillé tous les marchés, dont les marchés crypto. 2021, il suffisait que des institutionnels disent on achète du Bitcoin comme Tesla, MicroStrategy, etc. pour que ça monte. Il suffisait que Trump se moque un petit peu des crypto-monnaies pour que ça baisse. Voilà. Donc, il suffisait simplement que Trump tweet pour que ça baisse. Aujourd'hui, il suffit que Elon Musk tweet pour que ça baisse. 2021. Aujourd'hui, 2024-2025, il suffit que Trump tweet ou balance un message sur Truth Social pour que ça baisse. C'est comme ça. Ne vous plaignez pas de c'est manipulé, c'est pas juste, machin. C'est comme ça en fait. Le marché price la politique, la géopolitique. Oui, mais on m'avait promis que Bitcoin ça permettait de machin. On t'a promis des bêtises. Voilà, on t'a promis des bêtises, tu as cru des bêtises, peu importe. Bitcoin est manipulable au niveau de son prix à court terme, à moyen long terme. Les hommes mentent pas les chiffres, donc il faut accepter que des fois ça monte et puis des fois ça descend. C'est comme ça.
Hein, ça sert à rien de dire oui, les influenceurs oui, machin. C'est ton pognon, c'est tes investissements, c'est tes prises de risque, c'est tes pertes. C'est pas la faute à Picsou, c'est pas Paul Crypto Formation, c'est pas Trump, c'est pas Musk, c'est ton fric. Voilà, c'est important de vous le rappeler ça. Ensuite, j'enchaîne. La mise à jour Ethereum Pectra prend encore du retard. Alors ça, par contre, on peut gueuler, on peut pointer du doigt, on peut donner des noms, mais un testnet, ça sert à ça aussi, ça sert à tester pour éviter d'avoir des carabistouilles. Ça, c'était mon petit mot de boomer, je voulais le placer. En mainnet. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois qu'une mise à jour se passe sur Ethereum, elle se passe d'abord sur des réseaux de test dédiés aux développeurs. Et ensuite, quand on a tout testé et qu'on considère que c'est bon, on met à jour sur le mainnet. Parce que tout simplement, si on met à jour un peu à la va-vite sur le mainnet et qu'Ethereum part en sucette, bah, l'argent des gens est à risque. Et en fait, le château de cartes peut s'effondrer d'un coup d'un seul. Donc c'est pour ça que c'est toujours très lent. Voilà, et ce qui s'est passé, c'est que sur les 2 testnets d'Ethereum, il y a eu des problèmes différents. Alors pas des problèmes de fou malade, mais en gros, ils nous avaient donné une date pour la mise en place de la mise à jour sur le testnet 1 qui s'appelle Oleski, puis le testnet 2 qui s'appelle Sepolia, et ensuite ils nous avaient proposé une date pour la mise à jour sur le mainnet qui était aux alentours de mars. Puis on nous a très rapidement rappelé que ce serait pas mars, mais avril. Du grand Ethereum, j'ai envie de vous dire. Ethereum n'a jamais tenu une date. C'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Rassurez-vous. Mais c'est pas grave. Donc, du coup, bon bah voilà, il y a eu des petits communiqués pour dire, bon bah voilà, sur Oleski, pour le moment, pas ouf. Donc, on va continuer de plancher sur le projet. Pour ce qui est de la mise à jour sur Sepolia, il y a eu un petit problème, mais il suffisait aux validateurs de mettre à jour leurs clients et puis c'est bon. Il y a eu une réunion des développeurs le 6 et 7 mars où on a très clairement vu qu'il n'y a eu aucune date de mainnet fixée. Alors, je vous l'ai dit il y a quelques mois, ce serait mars. Ensuite, je vous ai dit avril. Aujourd'hui, je vous le dis, avril, j'y crois pas. Voilà. Ethereum Pectra en avril, je n'y crois pas. Si je me trompe, c'est tant mieux. Mais pour moi, viser au moins le mois de mai. Donc, pour le moment, voilà, on reste un petit peu sur notre fin sur Ethereum. Mais j'ai envie de vous dire, de toute façon, c'est pas comme si les frais de transaction ou l'activité on-chain sur Ethereum était explosive. C'est pas du tout le cas. Hein. Sur les layer 2, on aimerait bien quand même que ça arrive pour remonter un peu sur les layer 2. Sur le layer 1 en tant que tel, c'est vrai que bon, c'est pas fameux, mais par contre sur les layer 2, on est à saturation en termes de blobs, donc on aimerait au moins que ça ship relativement vite, histoire d'avoir 2 fois plus de TPS au total, qu'on passe à quelque chose comme, je crois, c'est genre 420 TPS si on fait x2, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc ce serait quand même cool, et j'ai envie de dire un partout en termes de retard avec Solana, avec Firedancer. J'ai vu que tu avais tweeté récemment que ça prenait du retard, en tout cas que c'était pas... ça se développait pas aussi rapidement que souhaité. Donc un partout du côté des altcoins, enfin des layers 1 les plus connus, on verra à quelle vitesse ça arrive pour les deux cette année. En sachant que voilà, les prix sur les layers 2 sont ridicules, c'est juste que ça manque de bande passante. Après, est-ce que le marché exploiterait cette bande passante? Je sais pas, parce que en ce moment, qu'est-ce qui se passe sur Base? En vrai, tu vois, à part Kaito récemment, c'est un peu spam calme plat. Hein. Je pense que à part quelques meme coins par-ci par-là, c'est le calme absolu sur Base. Mais sur Solana, dire, c'est vraiment partout pareil. Hein, de toute façon. Mais ouais, au moins juste pour l'image, s'il vous plaît, qu'on dise qu'on peut scaler un peu plus, juste pour la forme. C'est ça. Donc là, si vous voulez, je vous montre souvent le site L2Bit dans l'onglet Activity, où vous pouvez voir l'activité sur le Layer 1 Ethereum et l'activité tout rollup confondu. Et donc, eh bien, cette activité pourra être doublée avec la prochaine mise à jour, puisqu'il y aura plus d'espace pour les rollups. En tout cas, les rollups qui postent toute la donnée sur Ethereum. Pour ceux qui postent des données ailleurs, comme par exemple Eclipse, c'est pas un vrai problème. D'ailleurs, je voulais vous en parler après, mais je vais faire ça dès maintenant. Selenium, c'est un explorer de l'activité sur Celestia, qui s'est vendu comme l'espace de blocs, data availability, etc. Aujourd'hui, le rollup Eclipse exploite 90% de l'activité sur Celestia. Voilà, parce qu'il y a énormément de transactions par seconde. Pareil, pour faire quoi? Sans doute quelques meme coins, quelques NFT à gauche à droite, mais j'avoue que j'en entends un peu parler d'Eclipse. Il y a un tap to earn sur Eclipse. Je sais plus le nom. On a eu le CEO en interview sur Decrypted, une interview qui paraîtra très bientôt. Mais il y a un tap to earn en cours, et ça essaie de ship pour montrer que ça scale pas mal. Mais sinon après, en termes d'application, Eclipse c'est encore assez pauvre, si je peux me permettre, bien entendu.
Alors Plume, il n'y a pas de mainnet et Mouvement. Soon, ça doit Attends, être le mainnet. Mouvement et Plume utilisent Eclipse. Il voulait dire Celestia peut-être parce que Eclipse ça aurait pas de sens. Plume, c'est un layer 1, donc non. Et Mouvement, oui, il peut y avoir Celestia ou Egendia ou d'autres. On aura le mainnet demain d'ailleurs sur Mouvement. Je vais regarder ça avec attention. On a aussi le mainnet ouvert, enfin le testnet ouvert de MegaETH demain. Et ça, on en parlera juste après. J'enchaîne. Donc, en résumé, mise à jour Ethereum Pectra pour avril. Hashtag doubt. Ensuite, Solana fait face à une réforme majeure. Bon, on en a parlé la semaine dernière, je refais le point rapidement. C'est une mise à jour pour baisser l'inflation et surtout avoir une inflation dynamique en fonction du nombre de jetons qui sont stakés. Aujourd'hui, on est à plus de 60% du supply de Solana qui est staké parce que justement les gens veulent croquer d'une bonne inflation. Là, l'idée, c'est de baisser le taux d'inflation, donc baisser la pression vendeuse pour aider le prix à croître. Et ça fait pas consensus. Hein. Il y a des gens pour, il y a des gens contre, et il y a même des gens plutôt mitigés au sein même de la fondation Solana. Okay. Voilà, notamment avec la présidente Lily Liu, parce que peut-être que le timing pour pousser cette mise à jour n'est pas le bon. Peut-être que le fait de baisser l'inflation, ça va mettre dehors certains types d'investisseurs. Donc voilà, mitigé. Moi, qu'est-ce que j'en pense ? Je suis plutôt favorable au fait qu'il y ait une inflation un petit peu plus basse. Après, là, elle serait beaucoup, beaucoup plus basse. On passerait de plus de 4% à l'année à moins de 1% à l'année. À voir. La peur, ce serait aussi que les validateurs, ils aient pas suffisamment à manger et du coup, qu'ils se débranchent. Mais j'ai envie de dire, profitez-en, c'est pas souvent que je fais une critique de Solana, mais il faut dire les termes des fois. Solana, comment ça s'appelle ? Beach Explorer. Solana se vante d'avoir 1400 validateurs. D'ailleurs, ça a baissé. On était monté à plus de 2500 à l'époque. Là, ça ne fait que baisser. Le truc, c'est que oui, c'est bien, hein, y a plus de 1000 validateurs. Mais la réalité, c'est que quand tu t'intéresses au pourcentage de staking sur ces validateurs, dès que tu descends en dessous du top 60 ou 70, allez, un petit peu plus, t'es déjà à même pas 33% du supply. Ce qui fait qu'en fait, on peut critiquer Sui, Aptos qui ont qu'une centaine de validateurs ou les blockchains de l'écosystème Cosmos, mais au final, le pouvoir de gouvernance, il est quand même concentré principalement dans le top 80 des validateurs, si tu veux. Si tu veux, c'est décentralisé en termes de nombre de validateurs, mais ça sert pas à grand-chose. Et j'ai envie de dire que quelque part, à la limite, comme ça, ils vont pouvoir enfin embrasser vraiment la vision de se dire qu'on veut aller vite. Parce que Solana, le problème, c'est que se vanter d'être décentralisé un peu, histoire de, bon, ça mord pas trop, et dire on va baisser le nombre de validateurs pour essayer d'aller chercher encore plus, enfin moins de latence, etc., quand on sait qu'il y a quand même beaucoup de concurrence qui arrive sur l'année. À la limite, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Comme ça, c'est admis, c'est clair, net, précis. Il y aura peut-être moins de sécurité, moins de décentralisation, mais on veut faire un truc qui va vite, un truc monolithique qui va très vite. Donc, en vrai, disons que les deux côtés se défendent. Ça dépend de quel côté de l'écosystème on se place, quoi. Bah, je pense que le nombre de validateurs, il est un peu bullshit comme la quasi-intégralité des Layer 1, à l'exception d'Ethereum, du coup, en fait. Mais bon. J'ai envie de dire que si tu veux attaquer le réseau Solana, faut quand même avoir un paquet de milliards en poche dans tous les cas. Donc ça veut pas dire non plus que c'est un réseau vaporware où il n'y a pas de sécurité économique. C'est juste qu'un maxi critiquera toujours à raison tout le reste parce que la sécurité économique de Bitcoin, elle est supérieure à tous et que même si Bitcoin n'est pas un réseau en proof of stake, c'est un réseau en proof of work, si tu vas avoir suffisamment de puissance de calcul pour attaquer le réseau Bitcoin, faut s'accrocher. Et surtout que sur un réseau en proof of work comme Bitcoin, on dit oui, mais il y a que quelques pools de mining qui contrôlent la majeure partie de la puissance de calcul. Ouais, mais en fait, si ça sent le roussi, tu te débranches du pool, tu vas sur un autre, fin d'histoire. Basta. Alors que sur un réseau en proof of stake, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'à partir du moment où il y a une attaque qui se fait, c'est trop tard pour agir. Tout simplement parce que comme le fait d'avoir du pouvoir te permet de corrompre le réseau et te permet donc de récupérer des récompenses de staking, etc., en fait, tu t'attribues encore plus de pouvoir monétaire et donc encore plus de pouvoir tout court au niveau du consensus. C'est dit vulgairement, mais c'est comme ça. Et donc, il faut faire attention. Mais là, c'est pareil, pour attaquer Ethereum, il faut quand même un sacré paquet de fric. J'enchaîne. Ensuite, l'arrivée de Coin on-chain. Donc, quand on parle de coin, on parle bien sûr de l'action en bourse et pas d'une crypto-monnaie à part.
peut-être qu'il y aura un altcoin base. Moi, j'ai mis un doute sur le fait qu'il y aura un altcoin base, mais je peux me tromper. Par contre, peut-être des incitations économiques autour du coin tokenisé on-chain, pourquoi pas. Alors là, j'ai fait un tweet où je parle d'un séquenceur, mais on devrait plutôt parler d'un réseau de séquenceurs décentralisés. J'ai mis une hypothèse, bien sûr, et je dis, imagine un réseau de séquenceurs décentralisés où tu mets en staking tes actions tokenisées que tu peux te faire slasher si jamais tu gères pas le réseau correctement, et ça te permet de percevoir une partie des revenus de ce qui se passe sur Base. Ça fait qu'on aurait une action plus qui, en plus d'être une simple action en bourse, pourrait avoir des utilités supplémentaires sur la blockchain. Ce serait quelque chose qui n'existe absolument pas aujourd'hui. Et je trouve le jeu de mots coin pour le ticker en bourse et Base pour le roll-up très rigolo d'ailleurs de la part de Coinbase. À voir, parce que alors ça décevrait, je pense, que la majorité des gens qui spéculent sur un airdrop. Mais par contre, avoir une action tokenisée qui pourrait être slashée, etc., faudrait voir ce que ça pourrait donner. Ça pourrait être intéressant. Franchement, on aurait un use case qui serait vraiment nouveau. Et par contre, 2025, s'il y a bien un des catalyseurs à surveiller, c'est bien le RWA / tokenisation et tout mettre on-chain, etc. Moi, je pense vraiment que, je l'ai dit sous un post de Picsou, que notre salut viendra de là pour avoir des catalyseurs sympas, et on va se rendre compte que des institutions arrivent fort. Donc j'ai de bon espoir sur le RWA cette année. Après, les tokens RWA, c'est encore autre chose. Là, je parle vraiment juste du fait qu'il y a des institutions qui arrivent, etc. etc. Mais ouais, il peut y avoir des très grandes choses. Et avoir une action Coinbase tokenisée avec des utilités, ce serait vraiment, je pense, un truc assez fou. Et d'ailleurs, on dit dans le chat, ça permettrait de passer vers des actifs type TradFi sans le passage à la flat tax. Faut voir, parce qu'à mon avis, les régulateurs, je suis pas sûr qu'ils soient très fans. Donc c'est pour ça justement que ça va mettre du temps, parce qu'à mon avis, il va y avoir un cadre réglementaire et ça va s'appliquer au reste du monde d'ailleurs. Sinon, en fait, je pense que l'avenir se ferait totalement on-chain, mais j'ai encore un doute là-dessus. Ça arrivera à terme, mais pas aussi vite qu'on le croit, je pense. Ensuite, la SEC abandonne son procès contre Kraken. Bon bah voilà, encore un abandon. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas, je l'ai noté, je sais plus où, pardon. Voilà, cette décision est intervenue sans admission de faute de la part de Kraken. Donc ils n'ont pas eu à se justifier, sans pénalité financière et sans modification de son modèle économique. Donc ça, c'est plutôt bonne nouvelle, parce que du coup, c'est pas je dis oui, j'ai mal agi, je paye une amende de quelques dizaines de millions d'euros, je mets ma queue entre les jambes et je me cache. Là, pour le coup, ils ont tenu jusqu'au bout, et au final, c'est le régulateur qui a lâché, donc gros GG à eux. Ensuite, vous avez peut-être vu passer cette information, c'est le Nasdaq qui veut révolutionner la finance avec un trading quasi continu. Pourquoi quasi continu ? L'idée, ce serait qu'on n'aurait plus une heure d'ouverture et une heure de fermeture du lundi au vendredi. Là, ce serait de minuit à 23h59. Ce serait 24 heures sur 24, mais seulement du lundi au vendredi, si ça se fait. Donc, si ça se fait, ça se ferait le second semestre 2026, mais ça nécessite une réserve d'approbation réglementaire. Rien de sûr à ce niveau-là, puisqu'en réalité, est-ce qu'un marché est toujours aussi efficient, un marché régulé, TradFi, je parle, est-ce qu'un marché est toujours aussi efficient en étant ouvert 24 heures sur 24, ou est-ce que ça créerait pas des nouveaux problèmes en termes de liquidité, de gestion de crise quand il se passe des trucs de dingue comme la crise de 2008, etc. Voilà. Je pense que ça nécessite effectivement une réflexion. Je trouve ça cool sur le papier. Est-ce que ça va passer ? C'est une autre histoire. En fait, disons que en termes de spéculation, ce que la crypto a apporté, c'est un marché 24/24, donc c'est quand même, disons que ça a le côté sympa où tu réagis en temps réel et t'as, disons, tout le temps le reflet de la dernière information dans le prix, sous-entendu que si le marché est efficient, etc., c'est pas le débat. Et je sais pas si ce serait vraiment une bonne chose sur un marché tradi au final. Parce que c'est quand même des trucs qui bougent moins vite que le reste. Bon, je sais pas, faudra voir. Mais disons que le Nasdaq s'inspire de la crypto, moi ça me fait sourire plutôt que le contraire. Moi aussi. Par contre, tu vois, quand tu travailles pour un family office ou dans une boîte de trading, etc., tu travailles pas de la même façon entre un marché qui est ouvert de telle heure à telle heure et un marché qui travaille 24 heures sur 24. Donc du coup, c'est vrai que ça fait un sacré changement quand même pour les habitués du secteur. Je me rends même pas compte à quel point ça peut changer beaucoup de choses d'ailleurs. Voilà, ensuite on a AV qui entame une refonte de ses tokenomics. Donc c'est encore soumis à un vote, bien sûr. Ça a d'abord été proposé par le célèbre Mark Zeller. On a nos confrères de Hawk Research qui ont fait un bon résumé
Voilà, donc l'idée, ce serait fin de slashing des stakers d'AAV, Mm. un achat de $1 million d'AAV chaque semaine pendant 6 mois pour aider à pousser un petit peu le token. Une nouvelle stratégie avec ce qu'ils appellent l'anti-GHO. Alors ça, j'ai pas très bien cerné. L'anti-GHO peut être burn pour réduire l'empreinte de GHO. C'est en fait l'anti-go. En fait, vous avez le go que vous pouvez emprunter sur AAV et l'anti-go, ce sera un token qui vous permettra de rembourser votre dette sur AAV, enfin dans le go que vous empruntez. Ce qui fait qu'en fait, on vous donne de quoi rembourser gratos votre emprunt. Ça fonctionnera comme ça. En termes de pourcentage, j'ai fait les calculs. En termes de rendement pur de buyback and distribute, on serait au stacking actuel sans compter plus de buyback, moins de buyback, plus de staker, moins de staker. Au rythme actuel, on touche rien, c'est 8% et demi. Et pour les anti-go, c'est 0,6% qui serait donné grosso modo par an. Donc ça ferait un rendement total sur les AAV de 9%, sachant qu'on va sûrement avoir plus de stakers parce qu'il n'y aura pas la pénalité de slashing phase, donc c'est techniquement du free yield. Donc il faudra voir comment ça évolue, aussi voir comment est-ce qu'ils peuvent augmenter, parce que moi j'avoue que j'étais un petit peu déçu de voir seulement 1 million, même si c'est très bien. AAV ça brasse quand même un peu plus que ça, donc j'espère qu'ils vont l'augmenter. Je pense qu'on verra dans la deuxième partie de l'année plus de rachats, et on verra comment ça évolue d'ici là, mais ça reste quand même très très cool, et la sécurité de AAV aussi va être largement augmentée avec la V4 qui arrive. Donc ça c'est avec Umbrella, c'est ça? C'est ça, où on va en fait avoir une sécurité qui sera non plus dans le token AAV, mais dans du Bitcoin, de l'Ether, et n'importe quel actif en fait qui est sur AAV, et que les gens pourront délibérément choisir de mettre à risque pour la sécurité du réseau, moyennant un rendement. Je n'ai plus le détail du rendement pour ces gens-là, mais ça fonctionnera comme ça, donc c'est plutôt très cool, et AAV avance dans le bon sens, même si on pourrait trouver des trucs à redire, mais c'est quand même très très cool. Bah surtout, il rentre dans le game du restaking du coup, puisque comme il vient de vous le dire, en fait, si un protocole a besoin d'une certaine sécurité économique, il pourrait emprunter cette sécurité économique à AAV. Donc ça fait un nouveau concurrent à Symbiotic, Eigenlayer, patati patata. Mais un concurrent de taille, parce que eux, ils sont spécialisés dans ce genre de produits depuis très longtemps, ils ont déjà fait leurs preuves. En tout cas, ça a bien plu cette info. Bon, ça a été regerbé aussitôt parce que le marché oblige. Marché oblige, malheureusement, mais très intéressant. Et je vous avoue que à chaque fois, moi, la DeFi, ça me met dehors. En fait, faut se poser dessus, quoi. Faut se poser dessus, mais ça nécessite une explication. Voilà pour les actus. En bref. Ensuite, je vous propose de regarder un petit peu un calendrier, parce que généralement, quand on a un petit calendrier, ça peut aussi être un vecteur de est-ce qu'il va se passer des choses sur ce marché, des choses positives. En réalité, il se passe toujours plus ou moins de choses positives, mais bon, on a comme d'hab pas mal de choses liées à la politique. Je pense que toi, tu as suivi ça un peu plus en détail, notamment. C'est quoi les dates qui te marquent le plus, toi ? Alors dans les dates de la semaine prochaine, tout est relativement important. En vrai, c'est surtout dans le... Alors attends, je vais reprendre Investing parce que c'est ça, ça va surtout être... Alors on va avoir le sentiment des consommateurs dès demain, donc ça va être déjà quelque chose d'assez important. Et après, c'est surtout le 12 où on va avoir l'inflation. Les attentes de l'inflation sont à 2,9 sur le CPI et 3,2 sur le core CPI. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ces chiffres. Je les trouve très élevés par rapport aux attentes qu'on peut avoir en termes de ralentissement éco, etc. Donc, je m'attends vraiment à des réactions sur le marché dans la semaine prochaine parce que on va vraiment avoir des datas qui sont importantes et qui diffèrent un peu de ce que le marché attend. Donc, ça va être intéressant à suivre, et après on aura toujours un peu d'inflation le jeudi on a le chômage, enfin les demandeurs d'emploi, donc ça aussi ça va être intéressant, et toujours 2-3 trucs par-ci par-là tous les jours, mais grosse semaine macro et un peu décisive qui va donner le ton, je pense, pour la suite du premier semestre, donc ça va être encore une semaine assez chargée de ce côté-là. Ok. Du coup, ouais, on peut s'attendre à pas mal de choses politiquement parlant, on va dire, cette semaine. Est-ce que on aura des bonnes nouvelles pour le prix ? Ça reste à prouver cependant. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'était surtout ça. Il y a encore tellement de jetons qui sont censés arriver en mars. Bon, ils essaient tous de timer quand sortir le jeton. Voilà. Donc moi je dis, quand ils vont sortir, ce sera un moment parfait pour prendre des profits. Parce qu'à chaque fois qu'on bombarde de TGE, c'est les moments où le marché a le plus de liquidité, le plus de machin. Donc le jour où vous voyez sortir 1, 2, 3, 4 tokens sur Binance tous les jours, toutes les semaines, pour moi ce sera un excellent signe pour sortir.
Surtout qu'en plus, il y a quand même du projet plus ou moins gros, hein. J'ai vu du Nilion, j'ai vu Oui. passer du Resolve, il y a quand même des trucs, il n'y a pas que des petits projets qui sortent. Donc là, il y a vraiment des gros sous qui sont en jeu aussi pour les mecs qui ont investi, hein. Moi, J'attends Initia et après Zero J que je vois beaucoup passer pour de la data availability, qui en fait beaucoup de marketing avec des KOL aussi. Je suis curieux. Nilion, comme tu dis, pareil. Le mainnet de mouvement qui arrive, bah, du coup, ce lundi 10 mars. Ah, j'avais pas vu Guns aussi. C'est le jeton du jeu Web3 là. Ah putain. Alors là, je Tu sais sais, pas quel est. le jeu Web3 dont tout le monde a parlé. Pourquoi j'ai un trou? Alors, Le attends, chat alors va là, m'aider. Le chat va m'aider. il y a Putain, quelqu'un, comment ça j'ai vu des s'appelle? gens qui en parlaient, mais Off the grid, voilà, putain, là c'est la ah, ok, fatigue, vous m'en voudrez pas. my bad, ok, pas du tout Voilà, l'info. jeton de off the grid et après des trucs de restaking. Milky Way? Non. Ok. Ah, c'est Ouais. la génération des miracles, hein, c'est tous ces jeux. Mais pareil, même sur Légion, il y a pas mal de sales aussi qui sont en attente. Ça fait des semaines et des semaines qu'on voit les sales en waiting, en mode ça arrive, t'inquiète. Donc ils essayent Mm. d'attendre aussi des conditions de marché un peu cool. Il y a la sale de Resolve, il y a la sale de je sais plus ce qu'il y a. Il y a pas mal de trucs qui sont plus ou moins intéressants. Mais ouais, ça attend, hein. Ça attend des conditions de marché sympas. Il y a Hyperlane, e-Oracle, Resolve, Skate. Donc là, tout le monde est vraiment en attente de juste voir des bougies vertes. Et C'est assez drôle. peut-être ETF Sol aussi. Hmm. Voilà. Peut-être de l'ETF Sol qu'on attend à voir. Voilà. J'ai vu aussi que Elixir a bien fait parler de lui, étant donné que c'était un projet qui était très attendu, un projet DeFi qui bosse avec pas mal de gens d'ailleurs. Ils ont enfin sorti leur jeton et visiblement, bah, la sortie a déçu, mais forcément quand tu dégaines un jeton dans ces conditions de marché, bah c'est pas terrible, On peut pas s'attendre à évidemment. des miracles. Hmm. Ensuite, du coup, comme je vous disais, on va parler de méga ETH. Alors microfud, vraiment microfud. Déjà, c'est très intéressant parce que moi, je suis investisseur sur Solayer. J'aime bien la vision de Solayer, mais pour le moment, Solayer, c'est très joli sur le white paper, mais factuellement, on n'a rien vu. Mais les fondateurs de Solayer adorent tomber sur la gueule de tout ce qui se passe sur le marché. L'autre fois, c'était par rapport au jeton Libra. Cette fois, ils tombent sur la gueule de Mega ETH pour dire que c'est juste un petit fork du client d'exécution RETH avec quelques bidouillages derrière. Bon, pourquoi ils leur tombent dessus? Tout simplement parce que si vous voulez, alors si ça veut bien se connecter, parce que là, comme par hasard, dans live, ça ne marche pas. En gros, on a le testnet qui est sorti, mais qui est sorti que pour les développeurs. Et pendant ce testnet, on s'est retrouvé avec un block time non pas de 1 seconde ou de 10 millisecondes, mais un block time de 18 secondes. Parce que le truc a bugué. Mais en fait, ça n'a pas bugué ultra longtemps. Par contre, leur Explorer ici se met à bugger. Ah voilà, c'est bon. Vous voyez, ça n'a pas duré très longtemps, en réalité. On a eu petit bug là, au lancement. Gros bug là, une petite pointe encore, et c'est tout. Et depuis, on a toujours des bonnes stats. Alors, parce qu'on en parlait en off avec Picsou, pourquoi il y a que 100 transactions par seconde? On m'en avait promis 100 000. Bah, tout simplement parce que c'est pas ouvert. Voilà. C'est ouvert que aux développeurs. Donc, pour le moment, c'est juste des transactions de spam, histoire d'eux. Donc, en fait, le méga gas seconde, on s'en tape. Vous avez à peu près les mêmes stats que Base. Block time, 10 millisecondes, on va en parler juste après. Le testnet ouvert à tout le monde, il sort, ou si vous nous écoutez sur YouTube, la rediffusion, lundi 10 mars. Est-ce que vous aurez des incitations économiques à utiliser le testnet? Non, ça a été confirmé par eux. Vous n'aurez pas de airdrop si vous utilisez le testnet. Voilà. Désolé de vous l'apprendre. On vous a sorti d'ailleurs une vidéo sur Mega ETH sur la chaîne de Coin Academy où on émettait cette hypothèse. Malheureusement, on a tourné la vidéo juste avant l'annonce. Donc bon bah voilà, c'est comme ça. Hein. C'est pas de bol. C'est pas de bol, mais du coup très intéressant et ils ont sorti aussi différents articles, différents articles pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Et l'idée ce serait d'avoir des mini blocs avec justement un temps très 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 court et le tout compacté dans des blocs plus gros. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Bah ça veut dire une expérience utilisateur tout simplement beaucoup plus rapide. Donc après, il se compare avec pas mal d'autres acteurs, notamment Solana, parce que Solana a un système qui s'appelle les shreds, où en fait tu as des informations qui sont dispersées à hauteur de 20 millisecondes ou 25 millisecondes, les unes autour des autres, mais au final, on a un bloc final qui se fait au bout de 400 millisecondes. Vous n'aurez jamais, jusqu'à preuve du contraire, mais bon, voilà, vous n'aurez jamais un layer 1 aussi rapide qu'un layer 2 type Mega ETH, ou parce que par définition, s'il y a un minimum de décentralisation,
vous avez forcément beaucoup plus de temps de réponse. On parle en centaines de millisecondes en temps de réponse sur un layer 1 et on devrait parler en millisecondes ou dizaines de millisecondes sur un layer 2 type Mega ETH ou Solayer. C'est pour ça que ces projets-là vont permettre des nouveaux types d'usages. Maintenant, je demande à voir, bien sûr, mais ça peut être très intéressant pour du gaming on-chain notamment. Voilà, Absolument. et aussi ce qu'on compare à Hyperliquid, où vous savez, sur Hyperliquid, il y a deux types de blocs. Il y a les big blocks et tu as les blocs, on va dire, classiques. Et vous choisissez dans quel type de bloc vous stockez vos données en tant qu'application. Et après, au niveau du bloc Explorer, et ben les blocs s'enchaînent les uns derrière les autres. Il n'y a pas de séparation particulière. C'est un design qui est assez unique, hein, d'ailleurs, sur Hyperliquid. Et d'ailleurs, on tombe sur Mega ETH en leur disant qu'ils ont eu des problèmes, etc. Mais c'est le but d'un testnet, hein, c'est déjà de tester justement et d'éprouver le réseau. Et deux, j'avais vu des réponses, notamment de Brett Guy et alors je me souviens plus du nom des fondeurs japonais, etc. Mais du coup, je me souviens plus des noms, mais qui disaient qu'en fait, ils avaient des problèmes parce qu'ils avaient dû build leur propre infrastructure RPC aussi, et qu'en fait, du coup, c'est parce qu'ils connaissaient, enfin, les mecs, ils font tout eux-mêmes et que personne peut fournir la puissance dont ils ont besoin. Ils étaient en mode, du coup, en fait, on l'a fait nous-mêmes et oui, on a eu des problèmes, mais ok, on a fixe et on est en train de bosser là-dessus, etc. Désolé pour le dérangement, mais ça bosse fort quand même. Et en parlant d'Hyperliquid, eux, ils sont tombés à 70 millisecondes de latence sur le L1. Alors attends, sur Hypercore. Alors je me souviens plus, je dois avoir peut-être un tweet en signé que j'ai mis de côté. Mais j'ai vu passer pas mal de fois qu'ils étaient tombés à 70 millisecondes. Alors je sais pas si ça concerne que Hypercore ou s'il y a l'Hyper-EVM dedans. Ça m'étonnerait pour l'EVM. Hein. Tac. Alors je sais même pas si d'ailleurs tac. J'ai le tweet que je peux t'envoyer et j'avoue que par contre j'ai pas l'info de savoir si c'est les deux ou si c'est que Hypercore. Très intéressant, très très intéressant du coup. 70 millisecondes. 200 000 transactions par seconde. Ouais, ils ont tweaké un petit peu ce qui se faisait sur Libra, Diem, Sui, Aptos pour l'adapter. Et en fait, je sais pas si vous avez vu le tweet de Jeff, mais il a été un petit peu plus explicite. C'est comment déjà le Jeff d'Hyperliquid ? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En gros, il explique qu'il y a deux composants sur Hyperliquid. T'as l'Hypercore qui est la base, non EVM, et t'as l'Hyper-EVM, et que tout ce qui est marché spot, marché perp, etc., ça tourne sur Hypercore, où ils ont justement leur consensus Hyper BFT fait sur mesure qui permet d'avoir ces performances-là. Et puis à côté de ça, t'as l'environnement EVM. Et je pense que l'environnement EVM, de toute façon, il est moins rapide. Mais ils essaient de parce que pour moi, c'est un petit peu comme s'il y avait deux blockchains qui au final n'en faisaient qu'une, mais en sous-jacent, il y a deux blockchains. Et l'utilisateur, il a l'impression que c'est ultra rapide et en fait, c'est très bien. On s'en fout que si c'est un peu du bricolage. Tant que ça, pour l'utilisateur, ça rend bien, c'est le principal, je pense. Je t'ai envoyé le lien du tweet de Jeff. Jeff. Alors, on a un message que j'adore dans le chat. Je suis obligé de le mettre parce que je crois que je fais une allergie. C'est pas contre toi précisément, hein, mais... Voilà. On fantasme un peu trop la décentralisation. Ça me rappelle Internet promettant la liberté. Elle est où du coup ? Tu vois, alors je ressors le tweet de tout à l'heure. Parfaitement adapté à la situation. Moi, ce qui me fatigue, c'est on s'éloigne de l'idéologie de la décentralisation. Tu peux acheter une crypto-monnaie à n'importe qui avec de l'argent liquide. Tu peux l'acheter sur des bourses d'échange. Tu peux la miner. Tu peux ne pas dévoiler ton identité. Tu peux l'acheter absolument n'importe où dans le monde. Même si c'est illégal, suffit de pas te faire prendre. Il te faut quoi de plus en fait, les gars? Il vous faut quoi de plus? On nous vend la décentralisation. Bitcoin est le réseau le plus sécurisé et décentralisé qui existe. Il y a pas mieux. Voilà. En seconde position, t'as Ethereum avec un peu plus d'1 million de validateurs. N'importe qui peut créer un validateur s'il a les fonds suffisants ou se brancher à des initiatives qui vous permettent de le faire aussi si vous n'avez pas forcément les fonds suffisants, comme c'est le cas avec Lido V3, Rocket Pool, etc. Il vous faut quoi de plus en fait? Ça fonctionne uniquement sur BTC. Mais Ethereum, dis-moi qu'Ethereum n'est pas décentralisé. Dis-le-moi. Je pense qu'il y a aussi deux visions. Enfin, en fait, on a fait Bitcoin, on a fait Ethereum. Ok, c'est décentralisé, cool, mais en fait, si vous voulez mettre on-chain tout ce qui peut exister au monde, en fait, il y a un moment où on va sacrifier la décentralisation et on va être dans des réseaux qui seront un peu distribués, parfois avec quelques dizaines de validateurs, quelquefois avec une centaine, parfois plus.
mais il y a un moment où la performance, elle est forcément sacrifiée par la centralisation. Et on peut très bien juste avoir Bitcoin décentralisé, Ethereum décentralisé, avoir des layers 2 qui sont un peu moins centralisés, mais qui ont la sécurité du réseau décentralisé, qui est Ethereum. Et même pour quelqu'un qui apprécie la décentralisation dans la crypto, il y a un moment où il faut se dire que, bah, ok, si collectivement on dit qu'il y a les layers ultra rapides, ils sont pas décentralisés, mais que ça fait le taf d'être transparent, etc. J'ai envie de dire, c'est suffisant. C'est le PMU. C'est le PMU. C'est pas décentralisé, il y a des mineurs dirigés par des États. Donc là, tu es en train de me dire que tu as un État qui dirige un protocole, Bitcoin ou Ethereum, et qui peut le zigouiller. Bah, qu'est-ce qu'il attend pour le faire, en fait? Franchement, c'est hallucinant. Si Ethereum se crache, bah, comment Ethereum se crache? Explique-moi comment tu fais crasher Ethereum. Tu t'y prends comment? Tu rejoins la fondation, tu bosses des mois sur une mise à jour, tu mets une petite Internet s'il faut. Moi, j'ai une bonne 4G au pire. C'est le PMU. C'est une dinguerie. Oui, mais si y a l'ordinateur quantique, ton Bitcoin, machin. Oui, mais il est où ton ordinateur quantique? Et quand bien même il y a un ordinateur quantique, pourquoi, si j'ai la puissance du quantique, j'irais me faire chier à aller taper sur Bitcoin qui pèse peanuts pour le moment à l'échelle de la planète, alors que je peux espionner un gouvernement concurrent, choper, je sais pas moi, toutes sortes de secrets industriels, etc., espionner une armée, faire un coup d'État, etc. On s'en bat les couilles de Bitcoin, tu vois. Donc à un moment donné, juste, je suis un peu aigri, mais je lis tout le temps la même chose en fait. Je lis tout le temps la même chose. C'est oui, mais il y a la réglementation qui va arriver, les cryptos vont mourir alors qu'on est alors et c'est sûr en ce moment ça baisse, donc on va me dire oui les machins les alts, mais on est quasiment en plus haut de la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies. Ensuite, oui, mais les gouvernements vont jamais laisser faire. Bah, la preuve que si, parce que le marché, il est toujours là. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a des mineurs qui sont dirigés par des États. Bah, c'est réel. Franchement, c'est méga réel. Vous n'êtes pas d'accord, la team? Ben, en tout cas, force aux États qui manipulent Bitcoin. Hein. De toute façon, la manipulation de marché, c'est vraiment la folie furieuse. Hein. À méditer. C'est Macron qui dirige Bitcoin. Voilà. C'est la faute de Satoshi. Avec Jacques Attali, la famille Rothschild, les Rockefeller et les francs-maçons. Allez, on continue. Donc, pour ceux qui n'ont pas peur des francs-maçons et de Jacques Attali, on a aujourd'hui 90% de l'espace data availability utilisé qui se passe sur Celestia. C'est vrai que ça fait rêver, sauf que, non, pardon, qu'est-ce que je raconte? 90% des frais, la data availability, sont sur les blobs, pardon. Vous voyez, à force de dire des conneries. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Celestia, pour le moment, ne collecte que 50 000 $ sur le mois de février, tandis qu'Ethereum en collecte à peu près 800 000 $ sur le marché blob. Et là, j'attire ton attention, ami aigri. J'écoute. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que on n'a même pas $1 million qui est collecté en termes de frais sur Ethereum? C'est le bear market ou? Non, mais en vrai, c'est toute la question que Ethereum est en train de se poser en ce moment et qui commence, on voit le switch qui commence à s'opérer en termes de mentalité où on est en mode, bah ok, on veut que Ethereum soit un settlement layer, que on ait beaucoup de place, etc., etc. Et quand on aura beaucoup de place, on aura beaucoup d'usage et donc on prendra beaucoup plus de frais. Stratégie de loss leader, j'ai envie de dire, où on essaye de ship d'abord le fait d'avoir de la bande passante pour ensuite avoir la priorité sur la disponibilité des données. Par contre, en tant que tel, Ethereum qui gagne moins de 1 M pour un truc qui vaut, c'est quoi la capitalisation? Peut-être 200 milliards, quelque chose comme ça, 250 milliards peut-être. Ouais. Bon, il y a aussi les frais collectés sur le L1 en dehors des blobs. Bien évidemment. Mais ça reste ridicule. C'est pour ça que le fait de se dire qu'on doit ship beaucoup plus d'espace de blocs pour permettre beaucoup plus de use case et que Ethereum soit le settlement layer ultime, en fait, où on peut tout stocker de manière décentralisée, la vision me plaît. Alors, elle peut ne pas être sexy pour beaucoup de gens, je le comprends, mais c'est ce que des gens comme Justin Drake ont dit récemment, c'était en mode, si on met, alors, il faudrait reprendre les chiffres exacts, mais disons 48, 72 blobs, qu'on met tout à balle et qu'on optimise tout, etc., Ethereum
pourrait générer des dizaines de millions, enfin beaucoup plus, enfin même des centaines de millions par jour en fait, juste parce qu'on aura, en fait, on sera la place pour tout stocker en termes de data. Alors maintenant, oui. À l'heure actuelle, c'est pauvre, on va pas se mentir. Ethereum, enfin, overall, les projets crypto qui font des revenus, c'est déjà pas très, c'est déjà pas beaucoup. Mais alors un Ethereum qui fait si peu, j'avoue que bon, faut voir long terme, j'ai envie de dire. Bah là, franchement, ça fait un petit peu tiep, mais du coup, ils le savent. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce post que tu étais en train d'expliquer avec tes mots. En gros, le principe, c'est quoi? C'est qu'historiquement, on valorisait en fait l'espace de bloc, et c'était quand le réseau était totalement saturé que les validateurs, anciennement les mineurs, se gavaient. Souvenez-vous, cycle de 2017 ou même cycle de 2020-2021. Dès qu'il y avait une grosse activité on-chain, les frais se mettaient à exploser et en fait, les gens qui minaient, ils se gavaient. Sauf qu'aujourd'hui, comme on a tout fait pour baisser les frais, on se retrouve avec énormément d'espace, donc il y a plus de vrai business model de la congestion. Un deuxième business model, c'était la MEV, justement, la taxe sandwich, qui est pas un business model, on va dire, très honnête, d'une certaine façon. Donc, il fait ce petit post pour dire, oublions la congestion, oublions la MEV, est-ce qu'il faudrait pas passer sur un business model où on impose d'une certaine façon, je sais pas si je peux dire une taxe, mais en gros, essayer de plancher sur comment on fait que les roll-up soient obligés d'utiliser l'espace de bloc d'Ethereum et que justement, il y ait une grosse partie des revenus qui ruissellent sur Ethereum. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, en fait, tout est tellement pas cher que le business, il est plus du tout rentable. C'est comme quand tu lances une boîte. Tu peux dire, oui, moi, c'est gratuit à la création de compte, au paiement par carte, machin, truc, mais à un moment donné, il faut que tu fasses du fric. Sinon, ta banque, elle tourne pas. Donc, si on dit que Ethereum, c'est une banque, c'est quoi le service qui vend? Eh ben, le service qui vendrait, c'est l'espace pour les roll-up. Donc, il faut que les roll-up, ils redistribuent un petit peu des revenus et il faudrait, du coup, qu'il y ait une économie tout autour de ça. Donc, ça fait visiblement un bon moment qu'ils en parlent pour trouver un équilibre économique à ce niveau-là. Et j'insiste sur le mais. J'adore Ethereum, hein, évidemment. On est toujours sur il faudrait que ça se passe comme ça, mais on n'a pas de proposition. Enfin, je pense qu'ils ont couché sur papier certaines propositions. Ils sont pas mis d'accord sur une proposition. Et ça fait flipper parce que la montre, elle tourne. On a BlackRock et compagnie qui nous parlent de tokenize everything. Les gars, ils sont au taquet. À un moment donné, il faut que en face, niveau protocole, ça suive. Sinon, on reste dans l'utopie. On reste dans l'utopie. Voilà. Pour le moment, il y a une utopie qui marche bien, c'est Bitcoin. Parce que comme le prix de Bitcoin, il monte, même si le bloc reward il baisse, il y a quand même suffisamment à manger pour les mineurs de Bitcoin, donc c'est carré. Et puis même si c'était pas le cas, au pire, il y a des mineurs qui débranchent et on n'en parle plus. Et pour ce qui est du modèle économique du réseau Ethereum, pour le moment, t'as l'inflation sur Ethereum, mais si t'as le prix d'Ether qui fait que baisser, ce que je souhaite pas et ce que je crois pas, hein. Mais imaginez un monde où Ether, ça fait que baisser. À un moment donné, tu te dis en tant que validateur, sauf qu'il peut en fait. En fait, c'est le scénario à la Atome, quoi, ce que tu décris, dans tous les cas. Mais on en est encore loin, mais c'est quand même fou qu'on a eu les mêmes discussions quand on avait sorti des vidéos sur Coin Academy au mois d'août, discussion de bear market, hein, on en revient toujours au même, quand Ethereum ne fait pas d'argent, c'est discussion de bear market, mais où on disait que, dans la vidéo, je me souviens très bien avoir dit qu'en fait, aujourd'hui, Ethereum ne connaît pas son business model, on sait pas s'il se focus sur la MEV, sur les frais de la layer 1, qu'est-ce qu'on scale, comment on scale, est-ce qu'on ship les blocs rapidement ou pas. Depuis le mois d'août de l'année dernière, on a fait 0 bloc supplémentaire. Il faut quand même se rendre compte de la folie. Et pourtant, on sait qu'il faut scaler. Je veux dire, on peut quand même essayer d'avancer plus vite. Et quand je te disais que ça faisait réfléchir les mecs de chez Celestia, je t'envoie un tweet si tu veux le montrer aux gens. Avec plaisir. Le CEO de Celestia qui a dit, en fait, il avait envoyé une proposition pour, alors, je crois que c'était augmenter les frais de Celestia pour que Celestia augmente plus de revenus. Et il s'est dit, non, en fait, je déconne. Plutôt, je retire ce que j'ai dit. En fait, je veux pas qu'on augmente les frais maintenant. Je veux juste qu'on aille plus vite et qu'on ait plus de place, etc. Donc, dans cette course, elle a dit, en fait, si Ethereum se bouge pas le fiac, on aura des solutions comme Celestia qui prendront le relais. Donc, je pense que ça y est, on va peut-être avoir la vision finale d'Ethereum qui va se dire, allez, on va aller ship les blobs là, on va essayer de mettre de l'espace de stockage sur le réseau, on va avancer plus rapidement là-dessus, c'est ce que Vitalik veut, c'est ce que tout le monde veut. Maintenant, il va falloir nous mettre des actes, s'il vous plaît, on n'en peut plus. Et ça fait déjà réfléchir des gens de chez Celestia qui est maintenant concurrent qui a toujours été, mais qui est d'autant plus concurrent de
de Ethereum, s'ils avancent pas rapidement sur la scalabilité, des Celestia ou des, au pire, EigenDA le feront à leur place. C'est surtout le increase bandwidth reduce latency de Solana en fait. C'est que Solana, eux, dès le départ, quand tout le monde leur dit, en plus, c'est ça qui est fort. Je fais encore mon vendeur de Solana, je suis désolé, ça va vous fatiguer. C'est que tout le monde leur chie dessus. Oui, il y a trop d'inflation. Ouais, vous payez trop de sécurité économique aux validateurs. Le business model, il est bancal, etc., etc. Solana, ils ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est qu'au final, on a tellement optimisé le L1 à outrance. En fait, oui, il y aura des frais sur le volume, mais il y aura d'autres business models qui vont se créer. Mais en fait, les gens, ils vont même pas se préoccuper du frais de transaction sur une transaction en tant que telle, tellement ce sera bas. Il faut vraiment pousser pour qu'il y ait du volume. Mais tu peux faire la même comparaison avec Internet. Internet, au tout début, pour les jeunes qui nous écoutent, tu payais à la consommation. Tu jouais à un jeu en ligne où tu regardais des vidéos sur Internet, tu consommais à mort. Derrière, sur ta facture, ça coûtait plus cher. Et après, c'est devenu un forfait où tu as un Internet illimité, qui est un petit peu bridé par l'opérateur, mais on va dire qu'il est illimité, où tu payes chaque mois un forfait. Pareil sur votre téléphone. À l'époque, tu payais pour avoir une heure d'appel. Si t'appelais plus, c'était surfacturé. Tu avais un certain nombre de SMS. Si tu voulais plus, fallait payer au SMS. Donc, c'est dans ça qu'on va probablement avancer sur les crypto-monnaies. Moi, personnellement, j'ai mis encore beaucoup de doutes sur Celestia. Je veux pas FUD Celestia, mais je me dis, à la limite, EigenDA va proposer très probablement beaucoup plus de bandes passantes que Celestia à chaque fois. Donc, pourquoi choisir Celestia? Ouais, oui, propose déjà, mais qui l'utilise. Pour le moment, il y a, en même temps, j'ai envie de dire, à part Eclipse, personne n'utilise Celestia et il y a MegaETH qui arrive. Donc, après, vas-y, sur Celestia, on va avoir Movement qui arrive, on va sûrement avoir deux, trois autres trucs qui feront des TPS, machin. Sur EigenDA, on aura MegaETH, mais MegaETH va mettre à l'amende Celestia en termes de data postée, à lui tout seul. Donc, et après, je sais pas, on aura peut-être d'autres méga ETH, peut-être on aura d'autres acteurs qui lanceront leur méga roll-up ou n'importe quoi, etc. Et on ira sur EigenDA, pardon. Moi, j'avoue que Celestia, j'ai du mal. Je salue la vision, je salue ce qu'ils font pour l'écosystème pour le moment. En termes de valo, par rapport à ce que ça génère, j'ai toujours du mal. Et sachant que le CEO a dit on va pas augmenter les frais parce que je vais augmenter le throughput, disons que c'est toujours cher pour le moment. Même si c'est nécessaire. C'est un projet nécessaire, mais est-ce que j'ai envie de mettre mon argent là-dedans? Pas vraiment. Ouais. Et du coup, message très intéressant dans le chat, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Roland, c'est bien tout ça, mais on est là pour spéculer, il n'y a rien de bullish dans vos propos. Alors, tout à fait. Et c'est pour ça que, personnellement, tu vois, la data availability, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on en parle. En réalité, on comprend à quoi ça sert. Comme les roll-up, on comprend à quoi ça sert. Mais on n'en voit pas trop l'utilité finalement. Donc, ce que les gens veulent, c'est des applications où ça aille vite, où il y a du nouveau, où ça crée de l'excitation d'un point de vue communautaire, etc. Donc là-dessus, j'attends de la part de MegaETH. Comme ce sera un testnet, évidemment, on va en entendre parler, mais vite fait, juste des gens qui vont envoyer des benchmarks pour dire « Oh là là, c'est rapide, j'adore ». Mais ça va être surtout le mainnet, en fait. Et mainnet MegaETH quand peut-être fin d'année, tu vois. Donc, moi, je pense que... Je pense qu'avant cet été, on va se faire chier, à mon avis. Disons que c'est vrai qu'en termes de trucs qui vont se lancer, on est un peu pauvre. En termes de spéculation, on va pas se mentir. Et sans être bête, d'ailleurs, j'ai envie de dire, et c'est souvent un truc qu'on dit, il faut des catalyseurs pour monter. Ouais, peut-être, mais on n'est pas, c'est pas nécessaire. Je veux dire, la TradFi attend pas forcément de catalyseurs pour monter non plus. On peut reprendre les mêmes ingrédients, le même pot pourri et le refaire monter. Plus fort, moins fort, de côté, faire des tourbillons ou quoi ou qu'est-ce. Le fait de dire qu'on n'aura pas de catalyseur, je pense qu'on aura suffisamment de quoi en trouver, même juste des trucs qui sont tokenisés ou n'importe quoi. Ou ça peut arriver vite en fait. Mais j'espère quand même qu'on aura des mainnets sympas et des nouvelles applications parce que c'est vrai qu'en termes d'utilisation, pour le moment, c'est horrible. C'est une catastrophe. On n'a plus les meme coins, on n'a plus les Ajoria en ce moment niveau hype, je parle.
Donc du coup, ouais, les gens sont terrifiés. Il y a que la DeFi qui se porte bien. Franchement, en DeFi, il y a plein de trucs de fou à faire en ce moment. Branchez-vous Tout le DeFi, temps. je suis pas un expert DeFi, faites vos recherches, trouvez des gens qui en parlent très bien. Je sais que tu avais partagé, je crois c'est Crypto Mojo, un truc comme ça, DeFi Ouais, Mojo. le roi. Et il y a lui, il y a pas que lui d'ailleurs, mais vous faites vos tours sur des protocoles comme Pendle, en ce moment sur Berachain, il y a pas mal d'opportunités de rendement, ou faire du LP, etc. Franchement, en DeFi en ce moment, il y a plein de choses pour être heureux. Ensuite, du coup, je vous propose d'enchaîner un petit peu. On a parlé de Mega ETH, on a parlé de DA. Maintenant, j'aimerais qu'on parle justement du titre de cette émission, finalement. C'est le coût de production de Bitcoin. Alors, le coût de production Bitcoin, ça fait longtemps que j'essaie d'avoir des données. Là, j'ai des données un petit peu plus solides. C'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup plus solide. Alors déjà, il faut savoir que le coût de production de Bitcoin, vous n'aurez jamais une réponse claire, d'accord ? Vous aurez toujours une tranche. Parce que ce qui compte quand vous minez du Bitcoin, c'est votre coût en électricité, c'est le coût matériel, c'est la masse salariale, c'est les locaux, c'est les taxes. Est-ce que vous vendez tout de suite? Est-ce que vous en vendez un peu et vous en gardez? Donc ça dépend aussi beaucoup de l'évolution du prix du Bitcoin et de quand est-ce que vous le vendez, etc. Mais je vais quand même vous donner des données. Première donnée, c'est ce rapport de CoinShares que je vous mets dans le chat, qui a un rapport qui fait l'état du troisième trimestre de 2024. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce visuel-là. Ce visuel-là qui prend en considération normalement tous les coûts. Et on peut voir un gros décalage entre, par exemple, Marathon, qui est une entreprise américaine, et d'autres. C'est pour ça que je vous dis que si vous demandez à l'IA, si vous demandez sur Twitter, vous cherchez sur Google, vous aurez plein de réponses différentes, et que notre but, c'est pas de forcément regarder celui qui est le plus profitable et de dire voilà le coût c'est ça. C'est de faire à peu près une moyenne. Moi, je considère aujourd'hui qu'un coût moyen de Bitcoin, au moment où je vous fais ce live et cette vidéo sur YouTube, est aux alentours de $70 000. Déjà, je suis tombé sur ce rapport qui date du 24 février 2025. Donc c'était il y a pas si longtemps. Et en descendant, d'abord je tombe sur ça, où il nous dit le coût de production moyen d'un Bitcoin est de $32 200. Je me dis, c'est pas cher. Effectivement, il y a eu un coût avant le halving, mais ensuite on a eu le halving de Bitcoin, donc la difficulté a largement augmenté, le block reward a baissé de moitié, et donc je suis descendu, je suis tombé sur ça. Alors je vais pas faire genre que je comprends tout, mais ce qui va m'intéresser, c'est surtout ça. $64 421. Coût pour miner un Bitcoin en incluant le miner depreciation. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire par le miner depreciation? C'est tout simplement le fait que ton matériel pour miner de Bitcoin, au bout d'un moment, il devient obsolète, il faut le changer. Quand on n'y connaît rien en mining, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le prix d'un ASIC, donc matériel spécialisé pour le mining. On regarde sa puissance de calcul, sa consommation et la rentabilité à l'instant T. Sauf que c'est pas très malin de regarder la rentabilité à l'instant T puisque la difficulté de Bitcoin, elle augmente. Donc, je vais refaire une explication pour ceux qui ne comprennent pas comment fonctionne le Bitcoin. Vous allez voir comment ça se passe. Et oui, tout à fait, il y a l'amortissement comptable aussi, comme me dit Psycho dans le chat. Donc, le vrai coût d'un mining Bitcoin, dans le cas de Riot, c'est celui-là et c'est pas celui-ci. D'accord? 64 400. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Prenons par exemple le site Bitmain. Bitmain, c'est un constructeur de matériel spécialisé dans le mining, principalement de Bitcoin. D'accord? Je vais en prendre un. Je vais prendre le S21 Plus Hydro. J'arrive sur cette petite fiche produit. On peut voir que le prix est de $4 800 l'unité. On peut évidemment l'avoir moins cher si on achète en lot, si on a des contacts, etc. Mais bon, on va rester sur $4 800 l'unité pour 319 TH pour une consommation de 4785 watts. Donc, si je tape Bitcoin Mining Profit Calculator, déjà, je vous le dis, celui que j'utilisais avant, CryptoCompare, il est complètement faux. Il est complètement faux. Ça nous annonce un profit de $24 000 à l'année. C'est faux. Donc, ce truc-là, déjà, laissez tomber, c'est de la merde. Donc, on va passer à NiceHash et MinerStat qui nous sortent à peu près les mêmes stats. Donc, taux de hachage, on met plus d'options. L'algo, vous pouvez laisser SHA-256. Ensuite, vous reportez les données. 319, on est en terahash, 4785 watts. Voilà. Le coût en électricité, je le mets à 5 centimes le kilowattheure, c'est ce qu'on peut retrouver au Texas, aux États-Unis. C'est évidemment plus cher en Europe. C'est parfois moins cher dans des pays comme au Kazakhstan ou d'autres endroits. Ça dépend, en fait. Mais voilà. Et là, vous faites un calcul et vous pouvez voir la rentabilité. Donc, ça nous annonce une rentabilité environ $300
par mois, en sachant que on a la rentabilité brute moins le coût en électricité. Mais cette rentabilité-là, c'est par rapport à la difficulté actuelle. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le mining de crypto-monnaies et qui se font niquer. Je vous le dis, voilà, si ça vous a traversé l'esprit, je vous explique pourquoi vous allez potentiellement vous faire niquer si vous n'êtes pas préparé. Bitcoin a une puissance de calcul globale sur son réseau. C'est ce qu'on appelle le hash rate. Donc le hash rate que vous voyez là, c'est en fait l'addition de tous les appareils qui minent du Bitcoin à travers le monde. Ça nous fait un nombre total en terahash seconde qui est de combien ils disent 832 millions de terahash. Enfin bref, c'est énorme, ok. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est l'évolution de ce hash rate. Et vous voyez bien que plus on avance, plus le hash rate il augmente. Il augmente. Donc ça veut dire que la rentabilité que vous avez là, elle est pas la même que là ou que dans quelques mois ici. Donc votre rentabilité, je vous le dis, elle va baisser parce que oui, en ce moment, ça stagne un petit peu parce qu'il y a des mineurs qui branchent, qui débranchent, patati patata. Mais à terme, vous voyez bien que ça monte. Et ça continue de monter. Donc, vous pouvez vous faire une estimation. Tout ça pour vous dire, encore une fois, que la rentabilité, elle va baisser dans le temps. Donc, de ma compréhension, les professionnels du secteur mettent bien 3 à 4 ans facile, je pense, à rentabiliser leur matériel. Donc, c'est pour ça que vous avez tout intérêt, si jamais vous voulez faire les choses sérieusement, d'acheter du matériel récent à un très bon prix et d'avoir un pool de minage où votre matériel récent vous permet d'avoir la puissance de calcul suffisante pour être au niveau du marché, au niveau des gens les plus compétitifs. Parce que si vous vous dites « Ah là là, miam, je vais me mettre à miner du Bitcoin », je vais regarder sur le bon coin les ASIC miners d'occasion. S'ils sont en vente sur le bon coin, c'est que très probablement ils sont totalement obsolètes. Donc même si vous avez une rentabilité à peu près potable à un instant T, bah, comme je vous ai dit, comme la difficulté elle va augmenter avec le hash rate, bah, votre rentabilité vous n'allez pas la retrouver. Donc c'est pour ça que les professionnels du secteur ils changent leur parc de matériel constamment. Ils minent un certain temps avec leur matériel nouveau et quand ils considèrent qu'ils commencent à perdre en efficacité, ils vont revendre leur matériel sur le marché de l'occasion. Et c'est les gens qui pensent faire une bonne affaire qui vont le racheter et qui vont se faire niquer après. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le coût de production n'est pas fixe. Voilà. Il va dépendre du prix de l'électricité, du matériel qu'ils vont toucher, quand est-ce qu'ils vont vendre leur Bitcoin, etc. Et donc, pour vous répondre, à combien à peu près on peut estimer le coût de production, je pense qu'on peut l'estimer en tranche très large entre 50 000 $ et plus de 100 000 $ le Bitcoin. Et si on veut un truc un petit peu plafonné, je dirais autour des 70 000 $. Voilà. On a vu ici, pour Riot, qui est un des meilleurs professionnels du secteur, 64 400. Sauf que c'était un rapport sur 2024. Depuis, ça a augmenté progressivement. Et en plus de ça, tout le monde n'a pas la chance d'être aussi bien équipé que Riot. Donc c'est pour ça. Et pour ceux qui se posent la question, ah mais si la rentabilité elle est de 70 000 $ Capet, ça veut dire que le prix il peut pas baisser en dessous de 70 000, sinon les gens perdraient de l'argent. Alors désolé, hein, ça va pas vous rassurer, mais si ça peut baisser en dessous de 70 000, hein, on a déjà eu le prix du Bitcoin qui est descendu en dessous du coût de production. Ça veut dire que il y a des mineurs qui sont prêts à perdre de l'argent sur un laps de temps court en se disant de toute façon je ne vends pas tout de suite mon Bitcoin, ça va remonter. D'autres qui sont dans le déni aussi, qui se disent « Oh, mais de toute façon, ça craint rien et tout ». Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Plus le prix du Bitcoin se rapproche de son coût de production, plus en fait les gens qui sont les moins bien équipés pour miner du Bitcoin se mettent à débrancher. Donc dans un premier temps, ils débranchent en se disant bon bah je croise les doigts, le prix va remonter. Et si ça remonte pas, bon bah ils mettent la clé sous la porte, ils revendent à des gens qui sont mieux équipés qu'eux. Voilà. Donc c'est rare, mais ça arrive qu'on se retrouve à des niveaux similaires. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de vous en parler dans cette émission du coût de production, mais en réalité, c'est pas un indicateur très important. Ça peut vous rassurer pour vous dire qu'effectivement, dans la logique, on n'ira pas baisser en dessous de 60 000 $. Il y a très 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 peu de chances que ça arrive, mais ça peut arriver. J'espère que ça a été assez clair pour tout le monde. Est-ce que tu avais préparé des choses de ton côté, toi, Thomas, aujourd'hui? Non, je continue de surveiller activement tout ce qui est macro. On m'a demandé dans le chat un peu si j'avais vraiment si j'avais une analyse particulière à donner en termes de macro.
Pour être honnête, mes analyses restent relativement les mêmes hein, à l'heure Les mêmes? actuelle. Je peux peut-être partager vite fait. On arrive sur des timings qui sont décisifs, par contre, pour être honnête. Alors, soit des timings décisifs qui vont... Je mets ton écran. Vas-y, tu peux. C'est parti. Des timings qui vont être décisifs, même pas pour savoir si j'ai tort, raison, à la limite, ça je m'en fous, mais plutôt des timings qui vont donner le ton sur si on est fuck ou si on est toujours dans un truc qui est relativement classique. Jusqu'à maintenant, j'étais en mode, écoutez, je vous mets, donc là, vous avez en jaune alors attendez, oui, en jaune, vous avez le M2, non, pardon, en bleu, vous avez le M2 et en jaune, vous avez le prix, enfin, vous avez le La total, capitalisation du marché. c'est ça, total crypto, en temps réel. Moi, je veux vous donner autant d'ampium, pardon, que vous voulez. On est sur les niveaux qu'on a connus en termes de retracement et quand on avait le M2 qui pendant l'année 2024 était en train de latéraliser. Ici, on avait ce gap qui s'était créé, où on avait un M2, où en fait on n'est pas un pour un sur le M2, déjà j'aimerais le préciser, disons que là on avait un gap là, ici, entre les deux. Et on est en train de voir qu'on est en train de faire un gap aussi entre le M2 à l'heure actuelle. L'interprétation que vous tirez du M2, c'est pareil. Quand vous la voyez sur les réseaux, soyez bien conscient qu'on peut faire un peu dire ce qu'on veut en fonction de comment on se place. Là, par exemple, je prends depuis le bottom 2022. Si je me place en 2024 directement, vous voyez que l'histoire est pas totalement la même. Dans le sens où je peux dire qu'on est en train de pixel bottom maintenant. Si je me décale un peu, on a peut-être de la marge pour baisser. Si je me mets un peu avant, on peut être un peu en dessous. Je ne suis pas en train de dire qu'on va timer un bottom parfait. Cependant, on est toujours dans quelque chose qui est totalement normal en fait. Et si je mets cette fois des petites couleurs pour un petit peu clarifier le tout, on voit qu'on arrive. Alors je vais enlever ça. Hop, on voit qu'on arrive encore une fois dans les timings hein, que j'attends. Semaine d'inflation, semaine de chômage, etc. Est-ce que ce seront des catalyseurs qui seront positifs? Est-ce que ce seront des catalyseurs qui seront négatifs? Eh ben, c'est la semaine qui nous le dira. J'ai bon espoir qu'il soit. Je pourrais revenir sur le calendrier économique que je disais un petit peu plus tôt. Au pire, on voit qu'on arrive dans cette fin de période rouge. Si on se passe en daily up, période rouge où on était en latéralisation sur le global M2. Actuellement, on est en période de latéralisation slash dump sur le total. Et j'ai toujours ce bon espoir que d'ici la fin du mois de mars, d'ici, disons, la 3e semaine de mars, 4e semaine de mars, on ait des catalyseurs qui prendront la direction qu'a pris le M2 qui nous a historiquement servi sur ce cycle, enfin en tout cas sur ces années 2024-2025. C'est pas un pour un, on pourrait décorréler. Pour le moment, c'est pas, disons que du moment que je suis pas infirmé, disons que c'est toujours l'avis que j'en ai et on verra en temps et en heure en fonction des données macro et quand on parlait des données macro un petit peu plus tôt dans le calendrier économique. Ces chiffres de l'inflation là, ils vont faire évidemment bouger les marchés à la hausse, à la baisse en fonction de ce qui sort. J'ai toujours du Mercredi, mal, ouais. c'est ça, mercredi. J'ai toujours du mal à voir des chiffres aussi hauts quand on sait que Trueflation donnait des estimations. Alors même si on prend pas les données en mode pixel perfect, en mode 3%, etc., on voyait quand même une inflation qui était à la baisse depuis le mois de janvier, des estimations qui seront. On voit qu'il y a une baisse, oui, dans les estimations. Par contre, ces estimations qui sont aussi légères, j'ai du mal. En tout cas, c'est un avis perso. Là, actuellement, on verra selon ce qui se passe Ouais, je te pose mercredi. la question. Si on est nettement en dessous de ce qui est affiché là, comment Ouais. le marché devrait pricer l'information selon toi? D'abord marché tradi, évidemment. Dans le marché tradi, en fait, le problème, c'est que c'est complexe parce qu'en ce moment, le marché tradi, il a peur et des chiffres qui seraient trop en dessous, ça pourrait faire peur en mode c'est la récession, les marchés sont en train de stagner, etc., etc. Ce qui, à court terme, pourrait vraiment nous causer du tort et baisser. Mais ce qui, à mi-terme, pourrait dire que la Fed va être beaucoup plus accommodante et on pourrait voir davantage d'injections de liquidités ensuite dans un second temps. Donc, disons, dans une deuxième moitié de l'année, par exemple, si la baissait ses taux, si la Fed baissait ses taux plus rapidement. Si jamais les chiffres de l'inflation sont, disons que si c'est 2.8 ou 2.7 sur un CPI et en dessous de 3 sur un core, on pourrait peut-être avoir des marchés qui vont un petit peu souffler parce que les anticipations pour des baisses de taux arriveraient sûrement plus vite.
où on Mmh. pourrait voir par exemple une première baisse de taux d'ici le mois de mai plutôt que le mois de juin, ce qui est actuellement le consensus, sans que ce soit catastrophique. En fait, on veut des chiffres qui soient meilleurs, Mais pas non, trop vite. plutôt pire, mais pas trop vite. C'est pour ça que par contre, j'ai davantage euh, j'appréhende davantage les données des mois plutôt du mois de mai, parce que ce grand drop de l'inflation là, par contre, Ouais. ça, typiquement, c'est le genre d'excès qui, si il arrive sur un marché, disons par exemple, je te donne un exemple, on fait un CPI qui a 2,7 maintenant au lieu des 2,9. Le marché est en mode, bah ok, let's go, plutôt sympa, on va peut-être avoir des baisses de taux plus rapidement, plutôt cool. Par contre, si au mois de avril ou au mois de mai, on a une inflation qui est en dessous des 2% et qu'on voit qu'en fait on a un vrai ralentissement économique, là pour le coup ce serait vraiment pas positif parce qu'on se dirait à l'aide, injectez-nous de l'argent s'il vous plaît parce que là ça commence à être chaud. Et Mais d'ailleurs est-ce il y que ce a serait pas ça dont on a besoin en tant que crypto bro? c'est techniquement ce qu'on a besoin. Par contre, le timing sur le timing sur comment est-ce qu'on les a va être important. Et c'est pour ça que la fin du premier semestre de cette année, pour moi, elle va être clé. Et va falloir, si vous comptez hold vos bagues toute l'année, vous faites une erreur. Là, je vous le dis cash, net, précis. Il y aura un moment où il y aura des problèmes. Et on peut déjà savoir qu'il y aura des problèmes. Le marché aujourd'hui, il a moyennement apprécié le fait que la Chine soit en train d'être en semi-récession avec une inflation qui est, du coup, une déflation. Alors la Chine, ça fait pas un mois qu'elle est en déflation, ça fait les gros titres, mais si on prend le CPI de la Chine historique, ça fait déjà plusieurs mois que c'est le cas. On sait que la Chine, en ce moment, elle envoie un maximum de stimulus économique et de monnaie pour essayer de se relancer. On n'aimerait pas trop que ça arrive aussi fort du côté des États-Unis, même si, par contre, à terme, ça serait un catalyseur extrêmement positif. Et encore une fois, les gens qui ont en tête les cycles de 4 ans comme des choses immuables, etc., vous faites erreur. Il n'y a qu'une chose qui compte dans les cryptos, c'est les injections de liquidités. Donc si on doit voir un bear market cette année pour repartir en 2026, c'est faisable. Je veux dire, il n'y a pas de mauvais scénario à l'heure actuelle, il n'y a que des possibilités, et on pourrait faire un crash de marché cette année, un SP500 qui dump beaucoup, et par contre un 2026 en trombe, par exemple. C'est pas Mmh. impossible. Je veux dire, C'est pas quand impossible. on met les datas bout à bout, c'est un des scénarios qui est envisageable, même si c'est pas celui que je privilégie à l'heure actuelle. Encore une fois, moi je suis convaincu que ces Alors, datas-là, elles seront. je te coupe. Mais du coup, c'est pas impossible. Mais à quel point c'est possible qu'on passe une année 2025 à s'ennuyer, à crever et à perdre de l'argent? Hum, Perdre de l'argent. Alors ça dépend. S'ennuyer à crever en mode on range de manière généralisée, ça semble pas déconnant. C'est pas ce que je privilégie encore une fois parce que en fait, à l'heure actuelle, on est toujours dans un marché qui est en up on it du côté de la TradFi. Je m'appelle pas Picsou, Mmh. je fais pas de l'analyse technique, et disons que même si on voyait une nouvelle correction, enfin si on continue à corriger, en fait on est toujours moins pire que ce qu'on a vécu cet été où on a pris moins Mmh. 10%. En 2023, on a pris moins 10% aussi, peut-être même un peu plus sur le SP500. Bon, moins 10% aussi. Donc disons que même si on enfonce un peu la correction, c'est pas dramatique, et que si on reprenait comme ça, bah en fait ça voudrait pas dire que les cryptos seraient en mal, parce que entre 2023 ici et 2024, les cryptos ont fait des ATH sur ATH. Donc disons que ça fait partie des scénarios. Aujourd'hui, je privilégie davantage un scénario où on aurait peut-être une espèce de grand range sur le SP500, peut-être qu'on remontera aussi, mais il y a un moment où le ralentissement économique va vraiment se faire sentir dans l'année. Et après, par contre, ce sera à la Fed de timer ce qu'elle va faire de manière intelligente. On sait que la Fed, elle n'est pas connue pour avoir des timings de zinzin. Elle est très souvent en retard. Donc, c'est pour ça que je reste très prudent sur les données macro du milieu de l'année, notamment quand l'inflation, du coup, que Trueflation nous donne là, qui va kick in entre avril et mai. Donc voilà, je reste extrêmement prudent, et encore une fois, pour le moment, je suis positif sur les marchés. Je pense qu'on va avoir une première moitié de l'année qui sera positive. Par contre, si jamais les données, elles sont catastrophiques et qu'il faut flip en étant bear, bah dans ce cas-là, c'est-à-dire que ce sera une fin de cycle, et et ça mettrait enfin un terme à ce mythe du cycle de 4 ans, etc., qui de toute façon n'a Mmh. pas de sens. Enfin, Bah, il en c'est a sur Bitcoin, mais sur les alts, c'est autre chose. et oui, et encore. Je veux dire, Ah si bah si, Bitcoin, post oui, halving, mais il monte. Hein. C'est pour le moment, on l'a pas cassé hein, le mythe. Hein. Sur pour le Bitcoin. moment.
pour le moment. Mais si jamais on voyait un scénario type crash de marché sur l'année 2025, on pourrait enfin dire que ça y est, Hmm. Je vois ce que tu veux le, dire. le cycle de 4 ans est terminé et on ferait par exemple un bear market avant. Mais Hmm. pour le moment, c'est pas le scénario 1. Et il faudra voir les données marché. C'est pour ça que là, la semaine macro qui arrive, franchement, ça peut faire changer un marché du tout au tout. Hein. Il suffit que déjà on ait un Trump qui arrête ses foutaises à base de tarifs incessants et qui disent ok, bon bah on va, je me suis calmé, j'arrête un peu de foutre n'importe quoi. Qu'on a une inflation qui commence à être un peu plus basse que prévu, mais pas dramatique. Qu'on a toujours des injections de liquidités, parce que pareil, j'ai pas fait ça dans le point que je viens de vous dire là, mais on a toujours des injections de liquidités de la part des États-Unis qui utilisent tous leurs comptes bancaires pour fonctionner, qu'on a des baisses de taux qui arriveraient plus vite que prévu, mais sans que ce soit dramatique, et que la Fed ait un discours en mode bah ok, on voit des datas qui se détériorent, c'est pas dramatique, mais juste on peut se permettre d'accélérer. Ok, bah juste on peut continuer un marché haussier pendant 3-4 mois, et après on avise, et encore une fois, le reste de l'année, je peux pas le prédire parce que les datas de la fin de l'année, je les connais pas. Et je connais pas l'environnement de marché. Être spéculateur aujourd'hui, c'est vraiment prendre chaque donnée, chaque semaine de manière indépendante et vraiment juste réévaluer ce qui se passe. C'est pour ça que là, je suis en mode, pour le moment, je suis pas invalidé. Et si je dois être invalidé, je lui dirai de toute façon en mode, bah ok, le marché aime pas trop l'inflation qui est plus forte que prévu. Ça price des récessions, c'est dégueu, machin. On se casse du marché et on reviendra quand on aura des catalyseurs qui seront mieux. Et voilà, il faut être honnête. Bon, bah en gros, en résumé, simplement, vigilance court terme. Mm, On attend les données qui arrivent cette semaine. mm, En fonction des données, bah, on regarde tout simplement comment le marché price l'information. mm. Donc, est-ce que les données est-ce que la réalité colle aux données? Est-ce qu'on est en dessous? Est-ce qu'on est au-dessus? Comment c'est pricé? Comment c'est vendu aussi sur les réseaux sociaux, évidemment. Mm. Évidemment. Est-ce qu'on continue d'avoir cette espèce de climat isolationniste entre les différents continents aussi, entre la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, et puis l'Europe qui, moi je vous le dis, hein, j'aime pas du tout le discours va-t-en guerre, mais j'adore le discours faut augmenter le budget de la défense. Moi, une Europe qui augmente son budget de la défense, c'est un grand oui. Donc, c'est parce que ça nous permet tout simplement d'avoir du répondant face aux autres et de Et, pas toujours être les toutous des États-Unis. Tu et d'un point de vue spéculation d'ailleurs, alors petite théorie, mini chapeau d'alu, vois. Ouais, on va se faire un mini avec chapeau grand d'alu. plaisir. La timeline, quand on reprend tous les événements que Trump a fait avec l'Ukraine, c'est si on veut vraiment être un peu chapeau d'alu, c'est vraiment du grand art. Parce que ce qu'a fait Trump, c'est qu'il a humilié Zelensky. Il lui a dit on va te sucrer les aides, démerde-toi, on va plus t'aider. Ce qui fait que Zelensky, il est allé voir qui? Bah ses copains directs, donc l'UE. L'UE, elle s'est dit, allez, on va se faire un petit budget de la défense, machin, etc. On va se mettre un petit 600 milliards ou 800 milliards, je sais plus. On va se mettre un petit peu de monnaie dans le sac, là, histoire de se refaire un petit budget. Ce qui a fait skyrock l'euro face au dollar, ce qui a Ouais. fait skyrock les taux en Europe. Maintenant, les taux à 2, 10 ou 20 ans, 30 ans, ils ont tous pris 1%, je me souviens plus des chiffres exacts, là je le fais de tête. Donc, ce qui fait que l'euro a repris de la force face au dollar, ce qui fait que le dollar 1 a perdu en force, ce qui est plutôt positif pour les marchés financiers. Donc ça, c'est déjà un catalyseur qui est intéressant. Et deux, ce qu'il y a de malin, c'est que des taux qui sont trop élevés en Europe, en fait, ça va baiser les États. Parce que les dettes des États européens, aujourd'hui, avec des taux à 3 ou 4%, c'est des dettes qui sont insoutenables. C'est des trucs ça peut pas durer des années. Ce qui fait que Trump, en fait, a mis dans la sauce l'Europe. Alors pour le moment, on est content, on se dit ouais, on va se faire un budget de la défense, machin, c'est trop bien. Et ça a fait monter les taux en fait sur le marché parce qu'il y a les taux de la banque centrale et les taux de marché qui diffèrent. Et pour le moment, les taux de marché sont bien plus hauts que les taux de la banque centrale européenne. Donc, ce qui fait que le poids de la dette est fondamentalement plus lourd. Ce qui fait qu'en fait, on pourrait avoir un effet court terme positif sur l'euro en se disant cool, ça reprend de la force, mais derrière un poids de la dette qui sera énorme. Et d'ailleurs, on a la note de la France qui a été dégradée récemment, ce qui fait que le poids de la dette est d'autant plus lourd. Ce qui fait que à court terme, à court terme, ça fout un bordel sur les marchés, mais par contre, à mi-terme, moyen terme, je pense que ce seront les États-Unis qui seront gagnantes de ça. Et quand on met tout bout à bout, et c'est qu'une théorie, mais je trouve ça fondamentalement brillant de la part de Trump d'avoir foutu un bordel pareil. Il a foutu un bordel avec tous les continents, il a mis son souk, et à la fin de l'histoire, je suis convaincu que c'est les États-Unis qui finiront par gagner. Et que ça va.
il va toujours faire la guéguerre avec la On Chine, va etc., voir. etc. Mais ça va être ultra intéressant de suivre ça. Parce que le truc, c'est que d'un point de vue stratégique, c'est bien. Enfin, sans doute si c'est ce qu'il fait. Mais il y a un problème dans l'équation, c'est le soft power. Et quand tu passes pour un fou allié, mais un vrai fou allié, tu perds aussi en pouvoir de C'est négociation. encore autre chose. C'est exactement. C'est le revers de la médaille. Ouais. Et là, le truc, c'est que Trump, on le voit, tu vois, il a acheté une espèce de paix sociale auprès d'une droite conservatrice, tout en faisant, on l'a vu aussi, hein, des meme coins, des magouilles, on vire les gens qui pensent pas comme nous, on met des gens qui pensent comme nous au gouvernement, etc. Il y aura probablement des histoires de fous malades de corruption. Bah déjà, on voit bien le lien avec Elon Musk et potentiellement de la subvention à gogo pour du Tesla, du SpaceX et compagnie. On va surveiller tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les cryptos, c'est vrai. Clairement. Et pour ce qui est des cryptos, on croit ce qu'on voit. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est que c'est pas terrible. Voilà, ça se résume à ça. Je parle des alts. Hein. Bitcoin, c'est très bien. Bitcoin baisse à court terme, mais sur le moyen long terme, franchement, Bitcoin, c'est trop stylé. On n'est juste pas dans un marché de risk on en fait. Et il faut l'intégrer. Vous pariez contre la tendance. Là, on n'est pas dans un marché qui apprécie les altcoins, on n'a pas de la liquidité à foison, on n'est pas dans un marché qui veut prendre spécialement du risque quand on voit tout ce qui se passe d'un point de vue macro. Donc, fondamentalement, si vous êtes sur des alts, vous n'êtes pas dans le meilleur environnement pour vos investissements. Et il faut juste en avoir conscience. Hein. D'ailleurs, même les mecs sur le SP500, aujourd'hui, ils sont pas super sereins non plus. Donc, tout ce qui va être stocks plus crypto, en ce moment, c'est une catastrophe. On peut être positif pour les semaines qui arrivent, de la même manière que je le suis, mais par contre, il faut pas être borné à se dire, les gars, full positif, machin, le cycle, c'est haussier. Si les datas se détériorent, il faut être franc et se dire que ça pue. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas. Moi, j'avais noté quelques trucs, donc je vais parler de ça en 2 secondes et on va terminer l'émission sur ça. Alors, j'ai fait une interview sur le plateau de Nosted avec Claire Balva, petite interview, on parle des VC, on parle du marché, d'Ethereum, de Solana, de politique, etc. Donc, je vous laisserai ça en description et je vous mets ça dans le chat. Elle a bien marché cette petite vidéo, ça fait plaisir. Franchement, ça rend bien, voilà. Ensuite, on a par contre le marché des skins sur Counter-Strike 2 qui est en all-time high tout simplement parce que Counter-Strike c'est un petit peu le Bitcoin du jeu vidéo, c'est toutes les routes mènent à Counter-Strike, c'est le jeu le plus mécanique, le plus sympa à regarder. Je suis amoureux de ce putain de jeu, je m'y suis surpris et ouais, j'adore. Donc je comprends que les skins se valorisent, honnêtement, voilà. Donc nouveau all-time high malgré les petites réglementations sur le marché des skins. Ensuite, on a Double Zero dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui a levé 28 millions. Donc Double Zero qui est un espèce de protocole qui va permettre d'avoir un marché libre de la fibre optique où on va connecter des Layer 1 et d'autres types de protocoles dessus pour avoir une sorte d'internet alternatif d'une certaine façon. On route de façon à optimiser les paquets pour réduire la latence notamment. Et c'est un ancien membre de la fondation Solana qui est derrière le projet notamment. Voilà. Et puis c'est tout dans ce que j'ai noté. C'est tout dans ce que j'ai noté. Donc on peut donc conclure cette émission. Bitcoin bullish, franchement. Peut-être pas sur du court terme, mais moyen long terme, Bitcoin bullish, et c'est tout ce qui nous importe d'une certaine façon. Ça reste le métronome du marché. Altcoin, ça pue, jusqu'à preuve du contraire. Donc, s'il se passe des catalyseurs de fou cette semaine, ça sert à rien de revenir dimanche prochain et dire « Ouais, t'as dit ça pue, et puis regarde, ça remonte. » Parce qu'en fait, un marché, ça se suit au quotidien. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on fait une émission hebdo. Là, ça pue. Voilà, c'est tout. Et pour terminer, pourquoi acheter du Bitcoin et des altcoins quand on peut spéculer sur des skins de Counter-Strike 2 ? Je vous le demande. Je dis ça en rigolant, bien entendu. Merci beaucoup en tout cas, Thomas. C'était très très cool et comme d'habitude, hein, faites attention à vos bagues. On peut être positif pour des bonnes raisons, on peut être négatif pour des bonnes raisons aussi. À la fin de l'histoire, il y aura des gens qui ont raison, des gens qui ont tort. Ce qui compte, c'est de ne pas être biaisé et de reconnaître quand les analyses des uns et des autres sont bonnes ou mauvaises. Et c'est ce que j'essaie de faire quotidiennement. Et si j'ai tort, j'ai tort. Et si j'ai raison, je me vanterai bien entendu sur Twitter comme bon influenceur qui se respecte. C'est bien. D'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente fin de dimanche. Merci beaucoup. Et puis comme d'habitude, merci beaucoup à Bitpanda de soutenir cette émission. Vous avez le lien pour vous créer un compte. Utilisez la plateforme si vous voulez investir en crypto-monnaie ou dans les actions
ou dans les matières premières ou autres. Vous avez aussi une vidéo faite par l'ami Aigri qui est dispo sur la chaîne de Coin Academy. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.